Limingling était un mendiant, mais il tenait une plaque de fiançailles en se rendant à la prestigieuse famille Bay, qui le regardait avec un dégoût manifeste. Tous pensaient que ce jeune homme issu d'un clan déchu chercherait à s'allier par mariage à leur fille, mais contre toute attente, il demanda à s'enrôler dans l'armée. Le chef de famille, Beyan, stupéfait, le vit alors sortir un tissu blanc de son vêtement. En découvrant le contenu, Beyan changea de visage, et les autres, curieux, se penchèrent pour voir. Beyan, incrédule, déclara « c'est », révélant que le tissu blanc contenait une annulation de fiançailles. Beyan, troublé, venait à peine de se tourmenter pour cette affaire que les mots de rupture lui parvenaient. Ce retournement soudain le laissa perplexe, et il ne put s'empêcher d'en demander la raison. Mais ta réponse stupéfia tous les convives, je ne veux forcer personne. Un léger sourire aux lèvres, tu restais indifférent, car tu n'étais qu'un faux descendant de clan impérial. Ce mariage ne t'était pas destiné. Tu admettais que Béjinzu était belle, mais quelle importance? Tu n'étais pas un homme gouverné par ses instincts, et le regard des membres de la famille Bé t'avait déjà montré que tu annules ou non les fiançailles. Les Bé trouveraient un moyen de te faire renoncer. Alors, pourquoi ne pas être direct? Joignant les mains, tu demandas, j'espère que, par égard pour notre ancienne relation, mon oncle me permettra de m'enrôler dans l'armée de Qin. La loi de Qin stipulait que tuer un ennemi permettait de s'élever en rang, mais cette justice apparente reposait en réalité sur des relations. Pour que tu renonces au mariage, les Bé devaient user de leur influence pour t'aider à t'enrôler. Beyan, livide, hésitait. Il ne s'attendait pas à une telle franchise de ta part, et tes paroles, ne pas forcer les autres, résonnaient comme une gifle sur son visage. Le visage sombre, il te demanda, accusateur, tu veux utiliser la famille Bé? Répondis-tu, exactement. Sans reculer, tu soutins son regard, les Bé souhaitent mon départ, et je veux quitter les Bé vite fait, pourquoi tant de cachotterie? Le soir, assis dans ta chambre, tu attendais que les Bé organisent tout. Ainsi, tu pourrais t'enrôler dans l'armée de Qin. S'enrôler était dangereux, mais pour toi, c'était le meilleur choix. Car ton âme voyageuse pouvait communiquer avec les âmes des rois, et le champ de bataille était l'endroit idéal pour toi. Tu voulais conquérir titre et poste pendant l'annexion des 6 royaumes par Qin. Or, dans le bureau des Bé, le vieux maître demanda à Beyan. Beyan, que penses-tu de ce garçon? Beyan soupira. Son intelligence dépasse de loin celle de ses pairs. J'ai aussi vu ses mains couvertes de cale, signe qu'il a pratiqué les arts martiaux. Et il connaît la raison. En parlant, le front de Beyan se plissa. Il comprit que tes talents et tes efforts dépassaient ses attentes. Sa cadette, Beyinksu, regardait son père, les yeux écarquillés. Béjinzu était aussi surprise. Tous se demandaient comment ce jeune homme en haillons, issu d'un clan déchu, pouvait être si réservé. Béjinzu se rappela comment tu avais annulé les fiançailles sans hésiter, et, sans savoir pourquoi. Elle ressentit un pincement. Depuis son enfance, de nombreux nobles la courtisaient. Mais tu étais le premier à ne pas te soucier d'elle. Le lendemain, le vieux maître Bé, honteux, vint te trouver. Il te demanda ce dont tu avais besoin, promettant de satisfaire toute requête. Tu ne demandas que 2 armures légères. Cela surprit le vieillard. Cependant, tu ne savais pas que Beyinksu ouvrait furtivement ta porte. Elle craignait que tu regrettes l'annulation et voulait te voler la plaque de jade. Quand Béjinzu regarda la plaque dans sa chambre, ses yeux étaient pleins de choc. Petite sœur, tu es trop téméraire. Si on te découvre, la réputation des Bé sera ruinée. Beyinksu, en larmes, se sentait blessée, elle ne voulait que le bien de sa sœur aînée. Alors qu'elle s'apprêtait à rendre la plaque, elle te vit revenir à ta porte. Prise de panique. Beyinksu, vide d'esprit, te défia à un combat pour donner à sa sœur le temps de remettre la plaque. Mais elle ignorait que ce geste risquait de compromettre l'innocence de sa sœur. Béjinzu, timide, ouvrit ton paquet. Une pile de rouleaux de bambou apparut, c'étaient les histoires du futur que tu avais écrites pour les « lunes blanches » des 7 royaumes. Elle en fut captivée dès le premier regard. Dans la cour, pour évacuer sa frustration, Beyinksu, formée aux arts martiaux depuis l'enfance, t'attaqua sauvagement. Mais elle ne parvint jamais à te toucher. Toi, n'ayant aucune rancune envers elle. Ce combat te parut suspect. Peu après, de retour dans ta chambre, tu t'apprêtais à te reposer. Quand tu remarquas que les rouleaux semblaient déplacés, fronçant les sourcils, tu compris pourquoi Beyinksu t'avait défié. Après vérification, rien ne manquait, mais tu ne voulais que quitter les Bé. Cette dépendance t'oppressait, chaque action devait tenir compte des Bé, qui, eux, agissaient sans tenue. Tu te rassis devant la table, prenant une lame pour écrire calmement. Personne ne se douta que derrière le rideau, Béjinzu, livide, retenait son souffle. Elle n'avait pas prévu d'être si absorbée par les histoires des rouleaux, au point de ne pouvoir partir. Au moment de son désespoir, la porte s'ouvrit brusquement sur Beyinksu, qui te pressa de sortir. Alors qu'elle était au désespoir, la porte s'ouvrit brusquement sous la poussée de Beyinksu, qui te pressa de sortir un instant. En voyant l'air anxieux de Beyinksu et ses regards qui balayaient la pièce,
tu en as déduit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans cette pièce à part toi. À cette pensée, tu fixas Beingsu du regard, hésitant à démasquer cette personne. Dans le silence de la pièce, accompagné de ton mutisme, Beingsu sentit un frisson lui parcourir le cœur. Quant à Beijinsu, cachée derrière le rideau de tissu, elle retenait son souffle, tendu. « Bien, je sors avec toi. » En entendant ta réponse, le cœur de Beijinsu se posa enfin. Alors que les deux sœurs soufflaient de soulagement. Tu ouvris soudainement la bouche à nouveau, emmène tes gens et pars. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je fais comme si je n'avais rien vu. En entendant ces mots, les pupilles de Beijinsu se contractèrent brusquement. Son esprit devint vide, car ces mots signifiaient que tu savais qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. En regardant ta silhouette qui s'éloignait. Beijinsu sortit de la pièce, le visage légèrement rougi. Mais avant de partir, elle jeta un coup d'œil à ta silhouette au loin. Dans ses beaux yeux, il y avait déjà un changement. Ce jeune homme savait qu'il y avait quelqu'un dans la pièce, mais il n'avait pas fait d'esclandre. Au contraire, il fut très magnanime, ne mettant pas sa jeune sœur dans l'embarras. Beijinsu ne put s'empêcher de se rappeler ce que son père avait dit un jour. Ce jeune homme a un tempérament réservé et une volonté bien supérieure à celle des jeunes de son âge. Au crépuscule, un serviteur de la résidence Bay apporta 2 ensembles d'armures légères et une plaque de bois dans la chambre d'hôte. En regardant les caractères, Beiyan, sur la plaque. Ton regard était empli de complexité. Avec cette plaque nominative, tu obtenais le statut d'un parent éloigné. Enfin, tu pouvais t'enrôler. Le lendemain matin, Beingsu vint en toute hâte trouver sa sœur. Son joli visage était radieux de joie. « Grande sœur, elle est partie. » Cependant, Beijinsu, qui regardait les rouleaux de bambou, ne fit qu'une brève pause de ses beaux yeux, puis reprit son apparence initiale. « J'ai entendu dire qu'avant l'aube, elle était partie sans dire au revoir, et avait laissé le pendentif de fiançailles sur la table. » Beingsu marmonna un moment. Voyant que sa sœur ne lui prêtait pas attention, elle ne put que s'en aller, l'air boudeur. Mais ce que Beingsu ignorait, c'est qu'après son départ, Beijinsu posa les rouleaux de bambou, pensant que ce jeune homme n'était pas beaucoup plus âgé qu'elle. Il possédait pourtant une telle maturité d'esprit. Non seulement il s'était entraîné aux arts martiaux, mais il savait aussi lire et écrire. De plus, il y avait cette histoire à peine évoquée d'atteindre la sainteté. Elle cligna ses yeux clairs et limpides, ressentant pour la première fois de la curiosité envers une personne. Quelques jours plus tard, lorsque tu arrivais au camp pour te présenter, tu vis un vieux soldat d'une 50aine d'années. Le vieux soldat entraînait des soldats. Elle vint devant toi et s'enquit de la situation des nouvelles recrues. Tout en parlant, ses yeux t'examinaient sans cesse. « Général, nouvelle recrue Beiyan », répondis-tu en hochant la tête, puis tu tendis la plaque de bois. Le vieux soldat allait la prendre, mais en entendant ton nom, une lueur de surprise traversa son regard. Et lorsqu'elle remarqua les callosités sur ta main, elle te jeta un regard discret. Au moment où tu t'interrogeais, Yu Laozu finit par dissimuler son regard curieux, disant qu'elle avait eu de la chance de te rencontrer, puis elle t'attribua une tente et partit. Le lendemain matin, tu venais de te réveiller et en sortant de la tente, tu croisas Yu Laozu. Elle aussi était un peu surprise. En voyant qu'il n'y avait aucune trace de fatigue sur ton visage, elle claqua la langue d'étonnement. « Toi, mon garçon, tu peux supporter l'odeur de la tente ?» Elle rit, te trouvant très intéressant. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que comparé à l'odeur des cadavres en décomposition, ce n'était rien. À ce moment, des bruits d'exercice de soldats retentirent non loin. Tu ne pus t'empêcher de regarder dans cette direction. Ne regarde pas, toi, mon garçon, tu n'as pas besoin de t'entraîner. Alors que tu étais perplexe, elle se retourna et te demanda de l'accompagner dehors. Dès leur arrivée à la ville de l'Ancien, elle entra d'un pas familier dans une taverne. Peu après, elle en ressortit avec une gourde bien remplie accrochée à la ceinture. Elle te regarda et dit : « Si tu ne manques pas d'argent, mon garçon, tu peux emmener les autres à la taverne après l'entraînement. Ne t'inquiète pas d'être puni. Après tout, si tu veux obtenir le mérite principal de l'assaut, tu dois former des assistants de confiance. » Tu restas figé un instant. Comment le sait-elle? En te voyant stupéfait, une lueur amusée apparut dans ses yeux. Des callosités aux mains, et tu préfères les armures lourdes, seul quelqu'un qui veut remporter le premier mérite ferait cela. Tu réalisas qu'elle n'était pas ordinaire. Ensuite, tu suivis ses ordres pour t'entraîner. Un jour, pendant l'entraînement, des bruits de sabots retentirent au loin. Tout le monde pensa à la grande armée de cavaliers cuirassés. Chaque nouvelle recrue était envieuse, espérant pouvoir en faire partie. C'est alors que Yu Laozu, accompagné d'un jeune général d'une 20aine d'années, vint vers toi. Ce garçon est Beiyan. Le général ne dit rien, et te fit signe de le suivre. Ton cœur était empli de perplexité. Tout au long du chemin, tu sentais que les soldats te regardaient avec curiosité. Après avoir marché longtemps, vous arrivâtes enfin à une grande tente. Après avoir fait le salut militaire, tu vis un homme d'âge moyen qui te regardait avec un sourire. Tu trouvas cela étrange. Car tu semblais ne pas le connaître. Ce Beiyan est un membre de ton clan, dirent les généraux à côté en te regardant en souriant. Tu levais la tête, stupéfait.
L'homme devant toi était en fait le chef du clan Bai. À cette pensée, tu ressentis un peu d'impuissance. Maintenant, tu n'avais plus de lien avec le clan Bai, pourquoi te cherchait-il? C'est un membre de mon clan, dit Bayu en te regardant avec un sourire, comme s'il avait perçu ton inquiétude. C'est un membre de mon clan, dit Bayu en te regardant avec un sourire, comme s'il avait perçu ton inquiétude. Il ne t'a pas dénoncé. Après la réunion, tu es sorti du camp avec Bayu. Pourquoi le général t'a-t-il aidé? Tu n'as pu t'empêcher de demander. Ton père a sauvé la vie de mon frère aîné. Toi et le souverain avez rompu les fiançailles, ma famille Bai doit naturellement te dédommager. La famille Bai ne me doit rien. Pas besoin de compensation. En t'entendant toujours l'appeler général, Bayu a pensé que tu éprouvais du ressentiment envers la famille Bai. Parce qu'elle ne t'a pas accordé la main du souverain. Mais ce que tu dis ensuite le fiche sur place. Peux-tu me dire pourquoi Baiyan conduit les troupes vers le sud? Est-ce pour anéantir le Han? Comment le sais-tu? Bayu se tourne vers toi, le visage grave, complètement différent de tout à l'heure. Il sait pertinemment que peu de gens sont au courant de cela. Tu t'expliques, parce que tu as soudainement conduit les troupes vers le sud. Et à cause de la carte dans la tente tout à l'heure, j'ai deviné. À cet instant, tu es convaincu. Dans tes souvenirs, le premier état que le Qin a conquis était le Han. À côté de toi, Bayu n'a plus le cœur à observer. Son regard sur toi est étrange, c'est la première fois que tu mènes une armée, et tu es si minutieux, cela ne ressemble pas à un jeune homme ordinaire. Tu veux y aller? Tu hoches la tête, il ne dit rien. Il se contente de te regarder en silence. Bientôt, le jour du départ de l'armée de fer arrive. Tu enfiles ton armure, couvrant tes bras et tes jambes. Les autres soldats se moquent, avant même d'aller au combat, il protège si bien ses points vitaux. On voit bien que c'est un fils de noble venu chercher des mérites militaires. Cependant, alors que l'armée s'apprête à entrer sur le territoire du Han, ton comportement les stupéfie. Tu te diriges vers la file d'enregistrement pour l'assaut. Le vieil officier chargé de l'enregistrement te regarde, ses yeux pleins d'admiration. Parmi les fils de famille, il est rare de voir quelqu'un oser être le premier à monter à l'assaut. Tu es vraiment un membre du clan Bai de l'armée de Hoan. Ces derniers jours, Bayu ne t'a pas vu venir le voir, pensant que tu t'étais enfui en cachette. Une idée lui traverse l'esprit. Très bien, laisse ce gamin expérimenter à quel point il est difficile de se distinguer sur le champ de bataille. Bientôt, le jour de l'assaut arrive. Que ce soit toi ou les autres soldats de première ligne, vous fixez tous la majestueuse muraille au loin. Chacun sait bien que la gloire et la fortune convoitée se trouvent sur cette muraille, soit on y laisse la vie. Soit on tue l'ennemi et on obtient des mérites. Boum boum boum, alors que le tambour de guerre résonne. Un messager arrive à cheval, ordre du général, à l'assaut. En un instant, debout près des échelles, d'innombrables soldats du Qin commencent à pousser vigoureusement vers les remparts. À peine les échelles ont-elles atteint 400 pas que des ombres noires passent sur la muraille. Tu te rappelles les avertissements de l'ancienne, et te colles rapidement aux planches de l'échelle. Aussitôt, une pluie de flèches s'abat. Tout autour, on entend les cris d'innombrables soldats touchés tombant au sol. Non loin derrière toi, les soldats du Qin bandent leurs arcs et tirent vers les remparts. Les échelles se rapprochent rapidement sous la pluie de flèches. Tu relâches un peu ta tension, mais tu sais que le danger ne fait que commencer. Au son d'un ordre, les soldats grimpent le long des échelles, tous voulant être les premiers à monter sur les remparts. Car le mérite de la première montée est unique, mais aussitôt, des rondins et des pierres pleuvent, emportant les soldats qui montaient avant. Tu n'as pas le temps de lever la tête, tu sens quelque chose tomber, une douleur cuisante et brûlante. Tu serres les dents, endurant la douleur, sans oser émettre un son ni lever la tête. C'est du sable fin brûlé par le feu, si cela entre dans les yeux, on devient immédiatement aveugle. Le temps passe, sous l'échelle, tu es submergé d'émotions. Le mérite de la première montée n'est réservé qu'à un seul. Et parmi ces 20 et quelques échelles, tôt ou tard, quelqu'un montera. Après avoir attendu longtemps. Tu entends enfin l'ordre du général, tu dégaines ton épée longue, et grimpes à l'échelle à travers la fumée épaisse. À cet instant, une seule pensée occupe ton esprit, grimper, grimper de toutes tes forces. Sinon, la mort est certaine. Enfin, tu approches des remparts, les enseignements de ton maître te reviennent. Hésiter, c'est mourir. Tu serres les dents, d'un coup sec tu tires ton épée. Et tu sautes. Au moment où tu atterris sur les remparts, un groupe d'hommes pleins de férocité apparaît devant toi. Maintenant, tu n'as plus de retraite possible, tel un loup affamé, tu te jettes sur les soldats du Han armé de lance. Tu as été formé par un maître escrimeur de premier ordre, tes réflexes et ta rapidité dépassent de loin ceux des gens ordinaires. Et à cet instant, les soldats du Han sur le rempart font face à un homme qui non seulement maîtrise parfaitement l'art de l'épée, mais qui n'a pas peur de mourir. Puis, un à un, les soldats du Han tombent. À ce moment, un général du Han, sachant que si tu continues à tuer, le moral de ses troupes sera gravement affecté, dégaine son épée et fonce sur toi, serrant la lame à deux mains. Au moment de l'affrontement, les deux épées s'entrechoquent avec fracas. Alors qu'il lève son épée pour frapper à nouveau, l'instant d'après,
Une sensation glaciale lui traverse le cou. Si rapide. Avec cette pensée, les pupilles du général Duhan se contractent, et déjà le sang jaillit entre les lames, éclaboussant les remparts. La brèche étant ouverte, de plus en plus de soldats du Qin grimpent à l'assaut. Dans l'armée du Qin, le vétéran général Teng, regardant vers la ville de Yang, ne s'attendait pas à ce que l'assaut soit si court. Des soldats montent sur la courtine, soulagés par cette surprise, et s'apprêtent à demander qui est le premier à avoir escaladé. Un officier voisin, curieux de savoir s'il y a un homme pratiquant les arts martiaux depuis longtemps, le second commandant réfléchit. Le seul pratiquant d'arts martiaux est Beiyan, un membre du clan du général Beiyu. Beiyu se retourne, les yeux pleins de stupéfaction. Regardant la courtine, ce gamin n'a-t-il pas peur de la mort? Serait-ce à cause du souverain qu'il a pris la tête de l'assaut? Il soupire, ne demandant que ta survie, qu'importe si tu perds un bras ou une jambe. Après être entré dans la ville, Beiyu scrute les soldats qui ont escaladé les premiers, mais ne trouve pas ta trace. Inquiet, il s'approche pour demander si quelqu'un a vu Beiyan. D'autres soldats de l'avant-garde s'avancent. Beiyan devrait encore être sur la courtine. En entendant cela, Beiyu a un serrement de cœur et interroge. Serait-il déjà mort? À cet instant, chaque soldat de l'avant-garde regarde le général Beiyu avec des yeux étranges. Ne le sais-tu pas toi-même? À quel point ce petit louveteau est féroce. En apprenant que tu as obtenu le premier mérite de l'assaut. Beiyu ouvre grand les yeux, abasourdi. Il a vu de ses propres yeux, tout à l'heure. Ce soldat de l'avant-garde affrontait seul l'ennemi sur la courtine. Comment un homme si courageux pourrait-il être toi? Ordonne immédiatement à Beiyan de venir me voir. Beiyu, l'air hagard, le premier mérite de l'assaut est encore vivant. Il découvre qu'il ne te comprend plus vraiment. Quand tu arrives, couvert de sang de la tête aux pieds, les officiers ne peuvent s'empêcher de halter. Combien d'hommes as-tu tué? Les officiers pensaient que Beiyu te louerait, mais ce qu'il dit les fait frémir. Pourquoi ne m'as-tu pas informé que tu prenais la tête de l'assaut? Aux yeux de Beiyu, bien que le clan Bei ne veuille pas te marier au souverain, avec lui, tu ne manqueras jamais d'occasion de te distinguer. Tu n'as donc pas besoin de risquer ta vie ainsi. À cet instant, tous te regardent, stupéfaits. Serait ce que le général Beiyu ignorait. Que tu prenais la tête de l'assaut? Alors, tu joignis les mains et dis, moi, Beiyan, je suis aussi un Qin. En t'écoutant, en voyant ton visage jeune et couvert de sang, Beiyu sent confusément que son père et son frère aîné se sont peut-être trompés cette fois. Ce jeune homme, certes inférieur à Meng Tian et Li Xin, est-il vraiment indigne du souverain? Ce jour-là, Beiyu te convoqua en privé, gamin, je te dis seulement ceci. Tu n'es pas interdit d'épouser le souverain. Mais Beiyu ne s'attendait pas à ce que, avant même d'avoir fini, tu t'empresses de sourire en agitant la main pour dire, inutile. Le jour où je suis sorti du manoir Bei, j'ai remarqué le regard réticent du souverain. Je ne lui en veux pas, mais je préfère, dans ce monde chaotique, trouver une femme qui ne me méprise pas pour compagne. Que dis-tu, inutile? Beiyu te fixe intensément, ton regard ne semble pas fin. Une idée lui traverse l'esprit, ce gamin ne voudrait-il pas épouser le souverain? Beiyu n'en croit pas ses yeux. Sais-tu que le souverain n'est pas seulement d'une gloire suprême, mais aussi une femme de grand talent, expert en écriture des 6 royaumes. Tu n'es pas content? Tu t'inclines devant Beiyu, Beiyan est encore jeune. Sans aucun mérite, et ne souhaite donc pas parler d'amour entre hommes et femmes. Pourtant, en ton fort intérieur, tu es aussi un peu surpris. Tu ne t'attendais pas à ce que le souverain connaisse les écritures des 6 royaumes. Une idée te vient soudain, serait-ce le souverain qui a consulté tes rouleaux de bambou ce jour-là? Tu aimes Yingxu? C'est ce que Beiyu te sonda soudain, car Bei Yingxu n'est pas moins belle que sa sœur aînée. De plus, Yingxu est vive et adorable, même attachante. Voyant ta stupéfaction, Beiyu sourit, puis te demanda de rester avec lui pour garder la ville de Yansheng, chargée d'escorter les vivres. Il ne parle plus du souverain. De toute façon, Yingxu est renvoyé à Pingyang. À ce moment, dans la ville de Pingyang, le serviteur Tieki se hâte d'arriver devant le manoir Bei. La lettre secrète du général Beiyu. Le vieux maître Bei prend le rouleau de bambou, le déroule lentement et lit. Soudain, son visage change radicalement. Puis il le relit attentivement, avant de le rouler, stupéfait. Ensuite, dans l'étude, Beiyu regarde le contenu du rouleau, ouvre grand les yeux un instant, tandis que les autres sont perplexes. Peu après, elle revient à elle, une lueur d'émerveillement encore dans les yeux. S'adressant à tous, elle annonce, Beiyu a pris la tête de l'assaut, premier mérite, tuer un général ennemi de Han. Et 21 soldats ennemis. Bei Yingxu, qui s'y attendait un peu, regarde son père, stupéfaite. Elle savait seulement que ce jeune homme maniait bien l'épée, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il fût si fort. Maintenant, elle comprend enfin combien il l'avait ménagé lors de leur duel. Le souverain ouvre aussi ses beaux yeux, repensant à ce jeune homme qui aurait pu devenir son époux, et un regret naît en son cœur. Pourtant, les gens du clan Bei ignorent qu'à Yansheng, à 1000 lis de là, un événement va changer le destin de toute la famille Bei. Cette nuit-là, tu montes une garde complète,
sans oser te relâcher avant d'avoir reçu des nouvelles. Soudain, tu entends des bruits de sabots devant la tente, puis tu vois un soldat couvert de sang. Un mauvais pressentiment t'envahit. En te voyant, le soldat s'approche aussitôt et dit: Hier soir, le général Bayhu, chargé d'escorter les vivres, a été attaqué par 3000 ennemis. Tu regardes les yeux rouges du soldat. Ton cœur fait un bond. Le soldat baisse la tête et continue. Parmi les ennemis, il y avait 500 hommes de main prêts à mourir. Leur objectif était d'assassiner le général Bayhu. Maintenant, le général Bayhu est blessé et empoisonné. Sa vie est en danger. En entendant cela, ton visage devient soudainement pâle. Il est clair que quelqu'un veut la mort de Bayhu. Immédiatement, tu fouettes ton cheval pour te rendre à la ville annexe. Quoi qu'il arrive, Bayhu ne doit absolument pas disparaître. Si un général meurt, toute la famille des lettrés devra en subir les conséquences. Si l'on te punit en remplaçant le général, la puissance de cette cavalerie Beshi ne sera plus jamais la même, et tu risques même de perdre la cavalerie Beshi. C'est probablement le véritable objectif des instigateurs derrière tout cela. À peine arrivé à la ville annexe, tu entends que Beyan est là. Les soldats de la cavalerie répètent tous la même chose, mais leur visage reste sombre. Leur regard plein d'incertitude se tourne vers toi. Si le général Bayhu devait avoir un accident, il ne saurait plus à qui se vouer à l'avenir. Bien que tu sois aussi un descendant de la famille Bay, ton rang est vraiment trop bas. Même si tu as été promu grâce à ton exploit de premier assaut, tu n'es toujours pas en mesure de les commander. Maintenant, tu t'approches de Bayhu et regardes son visage sans aucune couleur. Tu ne peux t'empêcher d'être un peu paniqué. En apprenant ton arrivée, Bayhu ouvre lentement les yeux. Un sourire apparaît sur son visage pâle. Te voilà enfin, petit. La voix de Bayhu est très faible. Hier, en apprenant que la ville de Yang était attaquée par surprise, il s'est réjoui de t'avoir laissé en garnison là-bas. Sans toi. Demande-t-il si tu te sens mieux. Bayhu sourit, je tiens le coup. Mais sa voix est à peine un souffle. As-tu découvert d'où viennent ces hommes de main? Bayhu secoue légèrement la tête. Ces hommes ne sont pas sur le champ de bataille, mais dans la cour de notre dynastie Qing. À ces mots, tes yeux s'illuminent soudainement. Pas étonnant qu'ils aient su qu'hier Bayhu escortait les vivres. Si par chance je survis, je devrais retourner à Beshi pour me soigner. Tu dois trouver un moyen de monter en grade, par tous les moyens. Bayhu te fixe, son regard plein d'inquiétude. Maintenant, il ne se soucie plus de savoir si tu as le sang de Beshi. Il souhaite seulement que tu puisses prendre le commandement de la cavalerie Beshi. Pour que le monde sache que Beshi a encore quelqu'un dans l'armée comme général, et que la cavalerie Beshi appartient toujours au nom de Bay. Cependant, il sait aussi combien cela est difficile. Les prochains combats seront des sièges de ville. Tu veux, avant que l'hiver n'arrive, obtenir des mérites et être promu au rang de commandant de la cavalerie, ce qui est presque impossible. Beshi te regarde faiblement. Tu m'as dit que tu ne haïssais pas Beshi. Tu réponds, je ne hais pas, repose-toi d'abord. Pourvu que Bayhu reste en vie. Maintenant, calmer le moral des troupes est la priorité. Tu sors de la tente. Sous le regard plein d'espoir des soldats, tu ordonnes résolument de transporter les blessés et les vivres à la ville de Yang. Il ne fait pas bon s'attarder ici. Les généraux acquiescent. Puis ton geste surprend tout le monde. Sous les yeux de tous les cavaliers. Tu montes en hauteur, pointant un doigt vers le ciel et un autre vers la terre. Moi, Beyan, je fais aujourd'hui ce serment. Je ne laisserai pas les soldats mourir en vain, je ne les laisserai pas être accusés injustement. Ce serment d'aujourd'hui. Moi, Beyan, je le paierai de mon sang. Si je mens, que je meure de mort violente. Avant, tu préférais la discrétion, mais maintenant tu dois te lever, sinon le moral des troupes s'effondrera complètement. Les vieux soldats non loin, en entendant ton serment solennel, ont tous eu un souffle coupé. Ce descendant de Beshi veut donc se venger. À cet instant, tous les cavaliers regardent ton armure couverte de sang. Bien qu'ils ignorent ce que tu projettes, ils te croient sur la parole d'hier soir. Ils aspirent aussi à pouvoir tirer leur épée pour venger. À la tombée de la nuit, tu mènes l'armée pour escorter Bayhu de retour à la ville de Yang, ainsi que les provisions et les hommes pour demain, qui doivent être transportés de Yang à la nouvelle ville. Cette route ne sera probablement pas paisible. Pourtant, tu ne souhaites pas non plus qu'elle le soit trop. Tous les cavaliers aspirent à remporter une bataille, et toi-même as besoin d'obtenir rapidement des mérites pour être promu. Tu dois devenir le commandant de la cavalerie Beshi avant l'hiver. La cavalerie Beshi ne doit pas se disperser. Tu entres dans la pièce, regardant Bayhu qui a perdu connaissance. Tu poses plusieurs rouleaux de bambou à côté de lui, ce sont les renseignements obtenus après avoir communiqué avec les âmes des morts sur le champ de bataille. Puis, résolument, tu sors de la tente. Demain matin, tu emmèneras la majorité des cavaliers. Quitter la ville de Yang. Avant de tomber dans le coma, Bayhu a envoyé quelqu'un prévenir le général Simak Singh. Quand Simak Singh verra ces rouleaux, il comprendra naturellement ce que tu comptes faire. Pendant ce temps, dans la tente du commandant en chef assiégeant la nouvelle ville, un cavalier arrive en hâte devant le camp principal. Rapport urgent de la ville de Yang. Tout le monde a un mauvais pressentiment. Les vivres ont probablement eu un problème. Général,
des soldats du royaume de Han, déguisés en Qing, ont attaqué par surprise la ville de Yang. Le général Beiyu, escortant les vivres, a été pris en embuscade dans la ville annexe. Maintenant, il est gravement empoisonné, sa vie est en danger. À peine ces mots prononcés, les pupilles du général en chef Teng se contractent. En apprenant que le stratagème des Han a été déjoué par toi et que la ville de Yang n'a pas été perdue, que les vivres ont été protégés par Beiyu et non pas brûlés, il reprend son souffle. Cependant, en pensant aux flèches empoisonnées, il comprend que quelqu'un veut la mort de Beiyu, avec pour objectif évident de détruire la cavalerie Beishi. Cependant, en pensant à la lame empoisonnée, il comprend que quelqu'un veut la mort de Beiyu, avec pour but évident de détruire les armes de pierre blanche. À ce moment, les généraux pensaient à toi, mais bien que tu aies le statut de membre du clan Bei, tu n'avais pas obtenu le poste de cavalier d'élite ni de général. Et Sima Xing, après avoir lu le message du général Beiyu, était encore plus anxieux, car il connaissait la situation à Yansheng. Bien plus complexe et dangereuse qu'ici. Le vieux général Teng regarda Sima Xing d'un air grave, « Tu mèneras 2000 soldats demain pour retourner à Yansheng. » Mais il ignorait qu'une grande surprise les attendait. De l'autre côté, dans Yansheng. Avant l'aube, les cavaliers d'élite commencèrent à prendre leur petit déjeuner. Ils savaient bien. L'ennemi ne les laisserait pas transporter facilement les vivres. Aujourd'hui, une bataille féroce serait inévitable. Cependant, tes paroles suivantes firent tous les soldats figés. Aujourd'hui, nous ne convoyons pas les vivres. Peu de temps après, le bruit incessant des sabots résonna soudain dans Yansheng. Les corvéables transportant les vivres étaient perplexes, l'armée de cavaliers d'élite aurait dû les attendre en ville. Pourquoi sortaient-ils maintenant? Quelqu'un dans la foule murmura, ne serait-il pas parti pour se venger? En entendant cela, les corvéables ouvrirent de grands yeux. L'idée leur vint soudain de tes paroles d'hier, ce qui s'est passé hier sera vengé par le sang. Peu après, dans une forêt à proximité de Yansheng, d'innombrables oiseaux s'envolèrent soudain, puis un bruit sourd se fit entendre au loin. Au moment où les soldats Han sur la colline se retournèrent pour regarder, d'innombrables cavaliers apparurent au loin, c'était la cavalerie d'élite du Qin. Vite, prévenez le camp. Plusieurs soldats Han agitèrent frénétiquement des drapeaux vers la vallée, attaque ennemie. Attaque ennemie. De nombreux soldats Han dans le camp étaient perplexes, comment une attaque ennemie était-elle possible ici? L'armée du Qin assiégeait Xinchan. À cet instant, le grondement de la cavalerie d'élite se fit entendre dans le camp, de plus en plus fort. De plus en plus proche. Tous les soldats Han commencèrent à paniquer et à saisir leurs armes. Sur la colline, les sentinelles Han regardaient au loin la cavalerie d'élite du Qin. Leurs yeux étaient remplis de terreur, car la vitesse de cette cavalerie était si grande qu'elle se dirigeait manifestement droit sur le camp. D'où venait cette cavalerie du Qin? Comment connaissaient-ils l'emplacement du camp? Mais quelle que soit leur conjecture, ils ne pouvaient que regarder, impuissants, la cavalerie du Qin, telle une marée noire, foncer sur le camp. C'est fini. À ce moment, de nombreux soldats Han étaient livides. Le camp n'avait que 3000 hommes, initialement destinés à attaquer par surprise les vivres du Qin. Pour un combat frontal, car ils ne pouvaient de toute façon pas rivaliser avec la cavalerie d'élite du Qin, et encore moins maintenant qu'ils étaient pris en embuscade. Tout est foutu. Les soldats Han, en rang serré, couraient dans tous les sens dans le camp. Un général Han s'apprêtait à former une ligne de bataille, mais l'instant d'après, du sein de la cavalerie déferlante à toute vitesse. Une mince brume noire jaillit soudain. Tous s'écarquillèrent les yeux, fuyaient. L'instant suivant, une pluie dense de flèches s'abattit. Sifflement. Un soldat Han, qui n'avait pas eu le temps d'esquiver, fut transpercé et s'effondra. Des cris de douleur retentirent dans tout le camp. La formation défensive, à peine ébauchée, fut décimée en un instant. Les soldats Han survivants s'enfuirent dans toutes les directions. D'un geste vif, tu dégainas ton épée et, à cheval, tu chargeas dans le camp. Derrière toi, un cavalier d'élite taillait sans cesse dans les fuyards Han. Ils étaient rongés par la rancune. Le général Beiyu, blessé et empoisonné, était entre la vie et la mort, pour eux, c'était sans conteste une humiliation suprême. À ce moment, tu chevauchais en tête, et tu aperçus le général Han en fuite. Tu menas immédiatement tes soldats à sa poursuite. Les cavaliers d'élite avaient besoin du baptême du sang, et toi, tu avais besoin de la tête d'un général ennemi comme fait d'armes. Le général Han qui, tournant la tête, vit un jeune homme menant la cavalerie à sa poursuite. Il poussa un cri de rage. Il dégaina rapidement son épée de ceinture et se rua vers toi le premier. Il comprit que le chef de cette cavalerie n'était autre que toi, ce jeune homme. Pour s'en sortir vivant, il devait capturer ce jeune général. Les yeux glacials, tu serras ton épée et lança ton cheval au galop, alors que les deux montures se croisaient. Han qui frappa le premier, mais jamais il n'aurait imaginé qu'en un seul échange, son épée serait tranchée en deux par la tienne. À cet instant, ses yeux étaient remplis de désespoir, il comprit que tu étais un guerrier redoutable. Tes compétences martiales étaient bien supérieures aux siennes. La seconde suivante, une douleur glaciale lui transperça le cou. Puis le bruit d'une pastèque tombant au sol. Peu après, lorsque le dernier soldat Han tomba. Dans l'immense camp,
partout où l'on regardait, il n'y avait que du sang et des corps de soldats Han. Un cavalier d'élite, couvert de sang, te regarda avec des yeux pleins de gratitude. Après que le général Bayu soit tombé dans le coma, c'était toi qui les avais menés pour laver leur honte. Alors qu'il pensait que tout était fini, tu tournas la tête vers le nord. Avant ton retour au Qin, tu devais obtenir un rang suffisant pour prendre le commandement de la cavalerie de Beshi et restaurer son honneur passé. Et tout cela, en 3 jours. Suffisait pour Sima Xing, qui venait d'arriver à Yansheng, de voir le rouleau de bambou que tu lui avais laissé. À cet instant, ses yeux étaient remplis de stupéfaction. Il savait parfaitement où tu avais mené la cavalerie de Beshi. Au-delà de sa stupéfaction, il se demanda d'où ce gamin avait bien pu se procurer ce rouleau. À cet instant, un soldat du Qin arriva en tout hâteur de la ville du général, plus de 300 cavaliers d'élite blessés étaient de retour. Cependant, Sima Xing, loin d'être surpris, hocha la tête en souriant. Le simple fait que des soldats blessés reviennent indiquait que tu avais mené la cavalerie et attaqué avec succès le camp Han, ce qui signifiait que le contenu du rouleau était vrai. En pensant que tu es peut-être déjà parti vers le nord avec les fers de la famille Bai, il regarda Bayu, inconscient, et eut soudain un sourire amer. Et dire que Bayu s'inquiétait pour toi, ce gamin, en même temps, il commença à se demander quel genre d'attaque tu pourrais mener en 3 jours. De l'autre côté, tu avais mené tes soldats toute la nuit jusqu'à la ville de Chengao. C'est à ce moment que les soldats de Han entendirent soudain des sabots. Ils tournèrent la tête et virent une centaine de cavaliers au loin. En reconnaissant les cavaliers de Han, ils relâchèrent leur vigilance. Le général à leur tête s'avança lentement et, alors qu'il s'apprêtait à lever la main pour les arrêter, une vague d'inquiétude le saisit. Pourquoi ce drapeau de Han ne s'arrêtait-il pas? Furieux, il dégaina son épée et cria. « Halte !» Les soldats de Han autour regardèrent également les cavaliers, alors que tous étaient perplexes. Toi, le premier parmi les cavaliers, leva soudain haut ton épée de bambou et déclara, par ordre du général Han qui, le commandant de Chengao, Guze, a secrètement trahi au profit de Qin. Son crime mérite la mort. Quiconque entrave sera tué. Tu fixais froidement le général qui te barrait la route. Comme si tu allais dégainer l'instant d'après. Le général Guze s'est allié à Qin. À cet instant, la colère du général s'était évanouie, remplacée par l'incrédulité. Alors qu'il s'apprêtait à poser une question, il entendit soudain un bruit d'épée dégainée derrière lui. Pris de court, craignant d'être accusé, il déposa précipitamment son épée de côté. Les soldats de Han autour, terrifiés, avaient déjà lâché leurs lances, pensant « Ne cherche pas le mérite, mais évite la faute ». Tu savais que c'était le sentiment de la majorité des soldats. Pourtant, jamais ces soldats de Han n'auraient imaginé que ces cavaliers au drapeau de Han étaient en réalité des soldats de Qin déguisés. Après tout, la grande armée de Qin assiégeait Xinshan, comment aurait-elle pu venir ici? De plus, ces cavaliers portaient l'armure de Han, arboraient le drapeau de Han et détenaient le sceau militaire du général Han qui. Tu menas directement la cavalerie de fer dans la ville. En déclarant, par ordre du général Han qui, conduisez-moi auprès de Guze. Sur ces mots, tu te dirigeas droit vers la résidence officielle, ignorant les gardes de Han. Pour jouer un rôle, il faut avoir l'air sûr de soi. Plus on est nerveux, plus on éveille les soupçons. Mais alors que tu arrivais à la porte de la chambre, tu entendis soudain des sons venant de l'intérieur, qui firent battre ton cœur plus vite. Un sourire amusant aux lèvres, tu pensas, alors que Qin a déjà atteint Xinshan. Ce Guze a encore le loisir de créer des bruits suggestifs. D'une poussée, tu ouvris la porte et découvris une scène embarrassante. En ouvrant la porte, tu fis un signe aux soldats derrière toi. L'instant d'après, un bruit d'épée dégainée retentit derrière toi. Les gardes de Han près de la porte, n'ayant pas eu le temps de réagir, sentirent une fraîcheur à leur cou. Avec un bruit sourd, plusieurs soldats de Han s'effondrèrent. Cette scène fit se contracter les pupilles de Guze, qui s'écria précipitamment. « Qui êtes-vous? Je m'appelle Beiyan. Ordonne immédiatement à tous les soldats de Han dans la ville de se rendre. » Tu tenais ton épée, fixant Guze. Tu avais d'abord l'intention de le tuer. Mais la scène précédente te fit soudain penser que tu pourrais peut-être négocier avec lui. Après tout, alors que l'armée de Qin assiégeait Xinshan, le commandant de Chengao pouvait se divertir ainsi en plein jour, ce Guze était vraiment un personnage talentueux. Tu sortis le sceau militaire de Han Ki et le jeta sur le lit. La cavalerie de fer de Qin est déjà entrée dans Chengao. Si tu ne veux pas renoncer à tes richesses et à tes honneurs, rends-toi immédiatement à Qin. Pour l'instant, bien que tu possèdes le sceau de reddition, il serait facile pour les proches de Han Ki de te créer des embûches. Mais si Guze tenait le sceau de reddition, ce serait différent. Guze regarda le sceau devant lui, son visage pâlit instantanément. Dans son esprit défilaient sans cesse ses jours de plaisir passés. Il savait que s'il refusait, il mourrait. Mais il ne voulait pas mourir. Aussi accepta-t-il sans hésiter de se rendre. En même temps, il demanda, quels avantages Qin peut-il m'offrir? À ces mots, tu ne pus t'empêcher de sourire en regardant Guze. Tu pourras continuer à mener une vie joyeuse de la même manière. Voilà ce que Qin t'offre. Ce disant,
tu posas discrètement la main sur la poignée de ton épée. Très bien, j'accepte, s'empressa de répondre Guze en hochant la tête. Tu souris avec satisfaction. Général Guze, veuillez faire vite, s'il vous plaît. Bientôt, dans la ville de Chenggao. Sur l'ordre de Guze, les soldats de Han qui résistaient encore déposèrent leurs armes les uns après les autres, qu'ils acceptent ou non la reddition. Ils devaient baisser leurs armes pour sauver leur tête. En voyant cela, tu poussas discrètement un soupir de soulagement. Première ville prise, Chenggao. Ensuite viendrait que Guang, Wuwanfeng et Xingyang, 3 autres villes. Alors que tu te tournais pour demander à Guze s'il avait besoin d'aide. Pour éliminer les proches de Han Qi, il refusa poliment, car il savait que ta question était une occasion pour lui de prendre pleinement le contrôle de Chenggao. Général Guze, si vous êtes confiant, tant mieux. Alors, je prends congé, Beiyan. Guze, en t'entendant partir, montra une lueur de surprise dans ses yeux. Après tout, Chenggao venait tout juste de se rendre. Et tu partais déjà avec une telle confiance. En regardant la cavalerie de fer de Qin s'éloigner lentement en rang serré, il ne put s'empêcher de soupirer. Le royaume de Han est perdu. À ses yeux, le monde ne savait que Qin avait été défait 4 fois par l'Imu de Zhao, pensant qu'avec l'Imu, Qin ne pourrait jamais unifier les 6 royaumes. Mais si quelqu'un y réfléchissait attentivement, il saurait combien de grands généraux Qin possédait aujourd'hui. À l'intérieur, Wang Jian et Wang Jian, Jr., parmi les jeunes généraux, Qiang Lei et Li Xin, on disait que Meng Gao et Meng Tian étaient déjà entrés au service de Qin, et maintenant la famille Bei de Qin avait produit un Beiyan. Beiyan de la famille Bei, si haut que tu ne peux l'atteindre. Il n'avait jamais entendu ce nom auparavant, et c'était ce qui faisait le plus peur. Un jeune homme si peu connu, capable lors de l'escorte des vivres de se distinguer par ses mérites, de tuer Han Qi et plus de 3000 soldats de Han. Puis de mener immédiatement la cavalerie de fer de Qin pour attaquer Chenggao. Un tel tempérament et une telle habileté étaient-ils ceux d'un fils de famille ordinaire? Il secoua la tête, ironique. Que ai-je à voir avec la chute de Han? Richesse et honneur, bon vin et belle femme, n'est-ce pas merveilleux? Quant à la situation après s'être rendu à Qin, il ne s'en inquiétait pas. Tout le monde savait que Bei Qi, Li Xin, Wang Jian et Meng Tian deviendraient plus tard les grands généraux de Qin. Il décida donc de mettre Beiyan sous pression. À ce moment-là, dans la ville de Fansheng, le commandant en chef Feng Wen examinait des tablettes de bambou dans sa demeure. Soudain, un serviteur entra précipitamment. « Général, 2 personnes viennent de livrer une lettre. » Feng Wen, perplexe, se demanda. Qui pourrait bien lui écrire à ce moment? Mais à peine y jeta-t-il un coup d'œil que la lettre faillit lui glisser des mains. Car elle portait distinctement 2 sceaux. L'un était celui du général Han Qi, ce qui ne le surprit pas. Mais en voyant l'autre sceau, les pupilles de Feng Wen se contractèrent. Le sceau de Guze se trouvait entre les mains des troupes de Qin. Après avoir lu les tablettes, sa respiration devint saccadée. Une fois les serviteurs partis, sa femme s'approcha lentement. « Elle est arrivée ?» Feng Wen acquiesça. « Elle a déjà pris Chenggao, pourquoi n'avance-t-elle pas directement avec ses troupes, vent du soir? Logiquement, avec toi pour la soutenir dans la ville, elle pourrait parfaitement amener l'armée de Qin. Elle veut s'emparer d'un seul coup de Guangwu et de Xinyan. » Le visage de la femme pâlit instantanément. « Cela ne fera-t-il pas beaucoup de morts? Cela dépend de Beiyan. S'il veut ou non les laisser vivre. » À ce moment, entre les montagnes non loin de Fansheng, tu ordonnas aux soldats de la bannière de fer de se cacher à l'embouchure de la gorge. Soudain, des bruits de pas denses retentirent au détour de la montagne. Les soldats levèrent leurs arbalètes. Mais toi, tu fronças les sourcils, quelque chose cloche. Xinyan n'a que 300 soldats de garnison. Comment pourrait-il y avoir un tel vacarme? Feng Wen m'a-t-il trompé? Impossible. Elle n'a jamais reculé depuis le début. Peu après, l'armée de Han de Xinyan apparut enfin devant vous. Mais, à votre grande surprise, ces soldats Han n'avaient manifestement jamais été entraînés. C'étaient tous des citadins fraîchement enrôlés de force. Leur nombre dépassait au moins 4000. Faut-il les tuer ou non? Les officiers de la bannière de fer te regardèrent. Tu avanças lentement à cheval, ceux qui se rendent vivront. Déposez vos épées et vous pourrez rentrer. Les troupes Han, déjà paniquées à la vue des soldats de Qin, se mirent à s'agiter en entendant tes paroles. Il était clair que tes mots faisaient effet. Mais à cet instant, quelqu'un cria soudain parmi les rangs Han, « Transmettez mon ordre, quiconque se rend sera exécuté sans pitié. » Celui qui donnait l'ordre n'était autre que le général Yin Cheng. Il avait vu que la bannière de fer hésitait. Alors, son adjoint lui souffla, « Général, on pourrait faire enlever leurs armures à 1000 soldats. Les faire battre en retraite avec nous pour percer l'encerclement. » Yin Cheng comprit aussitôt et donna rapidement ses ordres. « Toi, tu ne t'attendais pas à une telle perfidie de la part du général Han. Regardant le soleil couchant, tu savais que les troupes Han de Guangwu arriveraient bientôt. À Wanfeng. Si la bannière de fer n'atteignait pas Wanfeng comme prévu, il y aurait du danger. Tu ne voulais pas porter l'opprobre, mais si tu continuais à faire preuve de clémence, tous tes efforts seraient réduits à néant. Cependant, les troupes Han dans la gorge commencèrent à enlever leurs armures pour tenter de percer.
Tu savais que si tu ne donnais pas l'ordre, les soldats de la bannière de fer coupant la retraite mouraient à cause de ta bonté. Tant pis pour l'opprobre. Alors, tu ordonnas résolument, lâcher les flèches. Instantanément. Des milliers de traits s'abattirent sur la vallée. Les troupes n'avaient nulle part où fuir. Les cris de douleur emplirent toute la gorge. Le général Shay, à tes côtés, te réconforta doucement, si tu n'avais pas ordonné, lorsque l'armée de Qin attaquera les villes. Ils mourront quand même. Et ils tueront encore plus de soldats de Qin. Le général Shay ne voulait pas non plus que tu portes cet opprobre, mais il savait mieux que quiconque que cette guerre dévastait le monde. Au crépuscule, Go Chao, commandant de la ville de Wangwu, mena 4000 soldats Han jusqu'à Wanfeng. Mais en voyant les portes de Wanfeng fermées, Go Chao eut un mauvais pressentiment. Il dit à son fidèle: va à la porte et ordonne aux gardes d'ouvrir. Sans le sceau du général Han qui sur l'ordre précédent, il aurait immédiatement fait battre en retraite. Alors que son fidèle approchait de la porte, Go Chao vit soudain les sentinelles Han postées sur les remparts de Wanfeng quitter leur poste. En un instant, il n'y avait plus âmes qui vivent sur les murs. Attention, trahison. Repliez-vous vite. Il fit tourner son cheval et s'enfuit vers l'ouest. La plupart des soldats Han n'avaient pas de monture. En voyant leur général fuir, ils paniquèrent et coururent dans tous les sens. Mais comment auraient-ils pu échapper aux cavaliers? La bannière de fer les encercla. L'instant d'après, quelqu'un jeta son arme. En une seconde, de plus en plus de soldats Han jetèrent précipitamment leurs armes. Finalement, les 4000 Han restèrent les mains vides. Tu ordonnas à la bannière de fer de baisser les arbalètes, ignorant Go Chao qui s'enfuyait. Car tu avais déjà préparé une embuscade pour lui. Tu chevauchas en avant, mais avant d'atteindre la porte de Wanfeng. Feng Wen fut un peu surpris. Descendre de cheval ainsi, c'est lui montrer tout le respect et l'honneur qu'il mérite. Après tout, il ne voulait que se rendre. Mais lorsqu'il vit le visage du jeune commandant de la bannière de fer, ses yeux se remplirent de stupéfaction. C'est donc ce jeune homme si jeune qui mène la bannière de fer vers le nord? Feng Wen prit le commandement de Wanfeng. 4000 soldats s'étaient déjà rendus à Qin. Peu après, des bannières portant le caractère Qin furent plantées sur les remparts. Le vent du soir, à partir de cet instant, soufflait sur une ville désormais sous contrôle de Qin. En voyant cela, même un soldat de Han ne put s'empêcher de soupirer, Han ne pouvait plus résister à Qin. Demain, tu mèneras l'armée de cavalerie lourde à Xinshan. Lorsque la nouvelle arrivera à Xianyang depuis la demeure de Beiyu, tes exploits de conquête de 4 villes seront également inscrits sur les rouleaux de bambou. La cavalerie de Bei ne se dispersera pas. La nuit, tu retournas dans ta chambre. Devant la table, tu déroulas un rouleau de bambou. Soudain, pour la première fois, tu ressentis de la solitude. Tu souhaitais que quelqu'un t'écoute, te parle. Pourtant, même si tu retournais un jour à Qin, tu ne pourrais te confier à personne. Parce que ta fausse identité ne doit être connue de personne. Maintenant, ta famille est loin, au pays de Kui. Tu ne pouvais que te rappeler qui tu étais en écrivant les caractères de Qin, gardant ainsi ton cœur intact, te souvenant que tu étais toujours ce jeune homme d'autrefois. Ce n'est qu'en écrivant sur les rouleaux que tu ne te sentais pas seul, car tu savais qu'à des milliers de lis de là, dans ta terre natale, une femme attendait de tes nouvelles. Lorsqu'elle apprit que tu avais pris 4 villes, le général en chef, le vieux général Tang, te regarda avec une stupéfaction totale. Il était non seulement choqué que tu aies pris 4 villes, mais aussi que tu l'aies fait en seulement 3 jours. Pour accomplir tout cela, à cet instant, un général te regarda avec une admiration qu'il ne pouvait dissimuler. De retour à la ville de Yang, tu pensais pouvoir te reposer quelques jours, mais tu vis soudain ton adjoint arriver en toute hâte, disant que le général Sima t'ordonnait de venir immédiatement. Lorsque tu arrivais à la résidence, tu appris que le roi de Qin avait envoyé le ministre Yao Jia en mission de reddition à Han. Et toi, qui avais tué 22 ennemis en tant que premier assaillant, tu avais attiré l'attention du roi de Qin, qui t'ordonna d'escorter Yao Jia à Han. Après plusieurs jours de voyage, vous arrivâtes enfin à la capitale de Han, Xinzheng. Lorsque les soldats de Han à la porte vous virent, leur haine était à peine dissimulée. Cependant, en voyant la grande bannière de Qin, une certaine crainte perça dans leurs yeux. Arrêtez-vous. Le général d'âge moyen à la porte s'avança et nous ordonna de nous arrêter. Yao Jia prit lentement le bâton d'ambassadeur et sortit du chariot, l'envoyé de Qin. Yao Jia, viens, par ordre de mon roi, en mission auprès de Han pour rencontrer le roi de Han. Après avoir parlé, Yao Jia leva les yeux vers les remparts. À ce moment, plusieurs dizaines de soldats de Han braquaient leurs arbalètes sur lui. Yao Jia, qui avait parcouru les 6 royaumes pendant des années, ne se laissa pas effrayer par cette scène. Allez annoncer au roi. Le général d'âge moyen se tourna pour donner l'ordre. Toi, à cheval, tu t'approchas lentement du chariot. Maître Yao, nous devrons probablement attendre longtemps.
Yao Jia agita la main. Peu importe. J'ai été assis dans ce chariot tous ces jours. Me tenir debout maintenant est aussi bien. Je veux voir si je peux rencontrer le roi de Han aujourd'hui. Par cette phrase, il sous-entendait clairement que ces soldats de Han n'oseraient pas le blesser. Après près d'une heure, le soldat de Han envoyé pour transmettre l'ordre revint à cheval et vous conduisit au palais de Xinzeng. Maître Yao, Beiyan attendra devant le palais. Merci. Yao Jia joignit les mains en souriant. Puis il se dirigea vers le palais de Han. Cependant, peu après son entrée, tu vis soudain un chariot arriver au loin. Alors que le chariot s'arrêtait devant la porte du palais, un jeune homme en descendit. À son apparence, il n'était clairement pas un simple lettré. Mais ce qui te surprit, c'est qu'il n'entra pas dans le palais, mais se dirigea vers toi. Es-tu Beiyan? Le jeune homme s'arrêta devant toi, sans même joindre les mains en signe de respect, et son ton était totalement dépourvu de déférence. Il était difficile d'imaginer qu'un homme issu d'une famille noble puisse être aussi impoli. Tu l'observas sans bouger. Qui es-tu? Le jeune homme afficha aussitôt un air moqueur. On ne peut parler de choses bonnes avec un rustre des montagnes. On ne peut parler de paroles humaines avec un boucher. Celui qui commet sans cesse des injustices périra. Sur ces mots, il se retourna et partit. À ce moment, tous les soldats de Han présents te regardèrent. Ils connaissaient tous l'affaire de Luxiao Shan, où l'on disait que tous les hommes de Qin Xianyang étaient morts. Tu ne dis rien. Tu regardas le dos de l'homme, les sourcils légèrement froncés. Il était venu juste pour te lancer des insultes détournées. Tu ne lui prêtas pas attention. Une demi-heure plus tard, tu vis Yao Jia sortir, le visage sombre. Le roi de Han ne veut-il pas se rendre? Yao Jia secoua la tête. J'ai fait de mon mieux pour convaincre le roi de Han de se rendre. Mais alors qu'il hésitait, le fils aîné de Zhang Ping présenta soudain un mémoire au roi, lui insufflant un dernier espoir. À ces mots, tes yeux s'écarquillèrent et tu restas figé sur place. Maître Yao, le fils aîné de Zhang Ping s'appelle-t-il Zhang Liang? Yao Jia hocha la tête. Tu le regardas avec perplexité, le visage plein de stupéfaction. L'homme qui t'avait insulté tout à l'heure était Zhang Liang, l'un des 3 grands héros des générations futures. Tu fronças les sourcils, une lueur meurtrière dans les yeux. Il ne faut absolument pas laisser ce Zhang Liang grandir. Le lendemain matin, Yao Jia te demanda de l'accompagner chez les ânes. Maintenant que le roi de Han hésitait, il fallait trouver une brèche chez les ânes. La position des ânes à Han était très élevée. Ce n'était pas une parole en l'air. Cependant, malgré tous les efforts de Yao Jia pour convaincre, le chef du clan Zhang, Zhang Ping, ne céda pas d'un pouce. Sans montrer la moindre intention de changer. Peut-être Yao Jia ne s'y attendait-il pas, car il était clair que Zhang Ping ne voulait absolument pas se rendre à Qin. Zhang Liang parlait de plus en plus librement. Ying Zheng emploie des traîtres et des hommes vils, l'armée de Qin est cruelle et inhumaine, le Qin tyrannique est voué à périr. Tu te tenais à l'écart, observant cette scène avec indifférence. Je prends congé. Sur ces mots, Yao Jia se leva et partit, le visage très mécontent. Tu te retournes aussi pour partir. Bien que cette tentative de persuasion ait échoué, tu es désormais certain que l'homme d'hier était Zhang Liang. De retour dans le char, le visage de Yao Jia est sombre. Si le roi de Han ne donne pas de réponse d'ici 2 jours, vous quitterez Xinzeng. À ces mots, tu es un peu surpris de voir partir si tôt de Xinzeng. Il semble que ton plan doive être mis en œuvre immédiatement. De retour à la maison, tu dis à Yao Jia que tu sors un moment. Après avoir marché longtemps dans la ville, tu arrives devant une demeure. Oserais-je demander si le général Han Ling est dans sa résidence? Le serviteur te dévisage de haut en bas. Quelle affaire avez-vous avec le général? Un parent éloigné vient se réfugier ici. À ces mots, le serviteur perd aussitôt son air méprisant. Si c'est un parent éloigné, avez-vous un gage? Tu secoues la tête. Si le général n'est pas là, veuillez transmettre un message à son épouse. En tombant, l'épouse s'est blessée près de l'arbre. Les fruits sauvages, gâtés, elle les a mangés. Cette phrase convainc le serviteur que tu es bien un parent éloigné, sinon comment pourrais-tu faire passer un tel message à l'épouse du général? Quand le serviteur revient après avoir rapporté le message, il est accompagné d'une suivante. La dame vous invite. Tu suis la servante jusqu'à une chambre. Dès que tu entres, tu vois une belle femme à la silhouette élégante. Tu penses intérieurement, une telle femme, il n'est pas étonnant que Han Ling n'ait pas hésité à user de moyens pour la conquérir. À ce moment, la belle femme se retourne lentement. Qui êtes-vous? Tu fermes la porte. Je suis Beiyan, médecin du royaume de Qin. À ces mots, la belle femme fronce légèrement ses sourcils délicats. Comment un homme du clan Bei de Qin peut-il connaître les affaires de son enfance avec son frère Bao Xiao? Voyant son expression perplexe, tu lui racontes ce qui s'est passé à Yansheng, en insistant sur la façon dont Han Lin a forcé Bao Xiao à rester à Yansheng. Ce qui a conduit à sa mort sous les coups des rebelles. Tu sais que Bao Shu était très proche de son frère Bao Xiao. Et Bao Shu est une femme sentimentale, c'est là son point faible. Tu veux qu'elle en veuille à Han Lin. Peu après, en écoutant ton récit enjolivé, Bao Shu est déjà en larmes.
Si la dame ne me croit pas, elle peut interroger plusieurs généraux de Han. Ils ne doutent pas de tes paroles? Car, dans ce que tu viens de dire, beaucoup de choses ne sont connues que de lui et de son frère Bao Xiao. Mais ce qu'il ignore, c'est que tout cela, c'est l'âme de Bao Xiao qui te l'a raconté. Uniquement pour que tu l'aides à tuer Han Lin par vengeance. Han Lin m'a trompé, murmure Bao Shu. Ses beaux yeux sont emplis de douleur et de ressentiment. C'est le stratagème que Bao Xiao t'a donné. Sur ces mots, tu sors 2 rouleaux de bambou et les remets à Bao Shu. Elle lève la tête, son visage délicat maintenant inondé de larmes. Avec son allure séduisante. Aucun homme n'en serait ému. Quand elle a fini de lire les rouleaux, la haine dans ses yeux est terriblement saisissante. Si aujourd'hui tu restes dans cette chambre, pourrais-tu tuer Han Lin pendant son sommeil? Oui, mais Xinzeng fermera ses portes et fouillera partout. Je ne pourrai pas y échapper. Ce n'est pas ce que ton frère souhaite. Pour tuer Han Lin, je te prie, dame, de m'emmener voir ses subordonnés. Lao Zhen, Zhang Yu, et les autres. Tu sais bien que tu as des preuves contre eux. Quand la nuit tombe, Zhang Liang, qui est dans son cabinet de travail, voit soudain un serviteur amener le général Zhang Yu. Se précipiter dans le cabinet. Zifang, vite, viens sauver les gens. Ton frère Zhang Sheng a été capturé par Han Lin. Zhang Liang se lève précipitamment. Zhang Yu, le visage effrayé, le regarde, Zhang Sheng et moi buvions dans une taverne. Quand nous avons croisé l'épouse de Han Lin, Zhang Sheng, voyant sa beauté, a perdu toute retenue après avoir bu. Maintenant, Han Lin a ordonné de l'arrêter en chemin. Malheur. Vite, emmène-moi à la résidence de Han Lin. Zhang Liang réalise aussi la gravité de la situation. Bao Shu est une beauté célèbre dans toute la région. Elle est l'épouse légitime de Han Lin, son point sensible. Au même moment, Han Lin rentre chez lui le visage sombre. Dès qu'il arrive dans le hall principal. Derrière un paravent, il voit Bao Shu assise par terre, la tête baissée, en larmes. En voyant Bao Shu dans cet état, la colère dans ses yeux est à peine dissimulée. Ce Zhang Sheng a osé, après avoir bu, harceler sa femme. Mais alors qu'il s'apprête à la consoler, il voit soudain Bao Shu lever la tête. Le regard plein de larmes. Autrefois, n'as-tu pas forcé Bao Xiao à rester à Yansheng? Han Lin, pris au dépourvu par cette question, a l'air déconcerté. Son regard fuit. Avant, Bao Shu ne croyait-elle pas que Bao Xiao était mort au combat? Pourquoi pose-t-elle cette question maintenant? Bien que Han Lin n'ait pas encore eu le temps de répondre, Bao Shu a déjà compris. Soudainement. Sur le beau visage ruisselant de larmes de Bao Shu, un sourire amer apparaît. Ton épée cachée est-elle assez tranchante? Bao Shu regarde Han Lin et murmure. Quand elle était jeune. Han Lin a usé de moyens pour la forcer à l'épouser. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Han Lin, sans égard pour le passé, enverrait son frère à la mort. C'était son frère le plus aimé, son seul parent au monde. Han Lin fronce les sourcils. Alors qu'il se demande ce que Bao Shu veut dire, il entend soudain derrière lui un bruit très faible de flèches qu'on dégaine. Le son est très faible, comme lent et léger, mais Han Lin, qui porte toujours une épée, écarquille les yeux en un instant. Se retourne brusquement. Sifflement. Une ombre noire se précipite vers lui. Les pupilles de Han Lin se contractent. Ses yeux s'emplissent peu à peu de douleur. Comment? C'est toi? Han Lin te regarda, stupéfait, car il n'avait jamais oublié Yansheng. C'était toi le premier à monter sur les remparts, tu avais tué d'innombrables soldats Han, mais il ne comprenait pas comment ce Qin pouvait l'assassiner ici. Soudain, Han Lin se souvint des paroles de Bao Shu. Et comprit aussitôt, il n'y avait eu aucune insulte de Zhang Sheng, tout n'était qu'un piège pour le faire revenir. Pas étonnant que Bao Shu lui ait recommandé de n'en parler à personne. Han Lin se tourna vers Bao Shu à côté de lui. Les yeux pleins de rage. À cet instant, il entendit vaguement le bruit de la porte de la grande salle qui s'ouvrait. Lao Zhen, son fidèle qui entra, se tint respectueusement devant toi. Va accueillir Zhang Liang à l'entrée du manoir. Dis-tu à Lao Zhen, qui hocha la tête et partit précipitamment. Tu regardas Bao Shu, le visage perdu, t'approcha de lui et retint ses paroles. Il voulait que tu survives. Bao Shu leva légèrement son joli visage, ses beaux yeux te fixèrent fixement. Après un long moment, elle hocha la tête, puis se leva et sortit derrière le paravent. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'à ce moment, dans la grande salle, pour les Han à l'extérieur tout était calme, mais pour toi non. Car l'âme de Han Lin flottait dans les airs, maudissant sans cesse Bao Shu et Lao Zhen, ignorant qu'il. Tu pouvais entendre la voix de l'âme. Alors que tu t'apprêtais à partir, tu entendis soudain Han Lin révéler un secret stupéfiant. Tu ouvris lentement les yeux, puis un sourire se dessina au coin de tes lèvres. Pas étonnant qu'après être entré dans Xinzeng, tu n'aies jamais vu la trace de l'armée du royaume Han. De l'autre côté, Bao Shu venait de s'asseoir dans la grande salle. Lorsqu'elle vit Zhang Liang s'exclamait, « Madame, si tout à l'heure Zhang Sheng a eu un comportement déplacé. » Zifang présente à nouveau ses excuses à Madame. Zhang Liang s'inclina gravement, cette femme était vraiment tentante, d'autant plus que Zhang Sheng avait bu. Zifang,
asseyez-vous. Tout est décidé par mon époux. Mais après quelques échanges, Zhang Liang ne voyait toujours pas Han Lin. Et demanda, perplexe, où se trouvait Zhang Sheng. Zifang, Zhang Sheng est derrière le paravent, au coin. Bao Shu invita Zhang Liang à voir par lui-même. En entendant cela, le cœur de Zhang Liang fit un bond. Pourquoi n'y avait-il aucun bruit là-bas? Zhang Sheng aurait-il été tué? En y pensant, il se leva précipitamment et courut vers le coin. Mais en arrivant, ses pupilles se rétrécirent brusquement. C'était le général Han Lin. Après avoir reconnu le défunt, son visage devint livide. Mais avant qu'il ne puisse reprendre ses esprits, il entendit soudain les cris de Bao Shu, à l'aide. Zhang Zifang a assassiné le général Han Lin. Puis la porte fut poussée, et Lao Zhen apparut avec plusieurs soldats Han. Zhang Zifang a exhorté le général à la rébellion, et voyant son refus, il l'a tué de sang-froid. Bao Shu s'effondra par terre. Le regard plein de peur. Zhang Liang, paniqué, se défendit. Mais Lao Zhen et ses hommes ne l'écoutaient pas du tout. Appréhendez-le. Plusieurs soldats Han dégainèrent leurs épées pour arrêter Zhang Liang. À ce moment, la voix de Zhang Sheng retentit soudain de la cour, « Tuez! Sauvez mon frère !» En voyant Zhang Sheng résister, Bao Shu fut également surprise. Cela confirmait sans aucun doute l'effet de rébellion. Zifang, vite! Zhang Sheng savait qu'il ne fallait pas tarder. Et entraîna Zhang Liang en se frayant un chemin. Le lendemain, la nouvelle de la trahison de Zhang Sheng se répandit dans la ville. En l'apprenant, Yao Jia resta figé, la veille encore il s'était rendu à la résidence des Han. Comment se faisait-il qu'aujourd'hui on parle de leur rébellion? Qui avait soudainement attaqué la famille Zhang? Yao Jia fronça les sourcils. Il sentait qu'une main invisible manœuvrait en coulisses dans la ville de Xinzheng. Mais toi, à côté, tu te contentais de regarder par la fenêtre. Tu n'avais pas l'intention d'en parler à Yao Jia. En même temps, tu étais très étonné que les Han aient pu sortir de la ville. En pensant que Zhang Liang n'était pas mort, pour la sécurité future de Bao Shu, il ne fallait surtout pas le laisser rester à Xinzheng. Mais Han Lin venait de mourir, Bao Shu n'avait aucune chance de partir. Il semblait qu'il faudrait attendre la chute de Xinzheng. Tu te rappelais les paroles de l'âme de Han Lin, tu en es sûr? La prochaine fois que tu viendras, ce sera lors de la chute de Xinzheng. À ce moment, dans le manoir des Han, un immense cercueil était placé dans la salle principale. Mon pauvre enfant. Les Han méritent la mort. Les membres de la famille de Han Lin étaient agenouillés en pleurant. Les nobles venus présenter leurs condoléances étaient émus. Cependant, lorsqu'ils virent les yeux baissés de Bao Shu, ils ne purent s'empêcher de montrer des regards avides. Alors qu'ils réfléchissaient à la manière d'obtenir cette belle, Bao Shu, qui était agenouillé, s'évanouit soudain. Tout le monde sursauta, pensant qu'elle était simplement trop affectée. Et firent aussitôt aider par les servantes pour la ramener dans sa chambre. Une fois les autres servantes parties, Bao Shu, allongé sur le lit, ouvrit lentement les yeux. Madame, l'envoyé du royaume de Qin a quitté Xinzheng aujourd'hui. La servante de confiance s'approcha du lit. Bao Shu hocha la tête, sans aucune surprise. Ce jour-là, j'avais dit que l'envoyé quitterait Xinzheng aujourd'hui. Au début, il voulait tuer Han Lin, œil pour œil. Tu n'imaginais pas que ton piège pouvait non seulement tuer Han Lin, mais aussi l'innocenter. Cependant, en pensant à ton désir apparent de prendre la vie de Zhang Liang, il t'a aidé à tuer Han Lin, mais l'objectif de tuer Zhang Liang n'a pas été atteint. Il ne put s'empêcher de te poser une question difficile en une seule action. Beiyan rien que ce nom lui rappelait sa propre faiblesse. À cet instant, regardant la pièce devant lui, il en ressentit un profond dégoût. Il ne voulait plus rester dans cette demeure. Après la mort de Han Lin, les officiers du royaume de Han ne cessaient de l'interroger, l'empêchant de quitter Xinzheng. Mais tu avais promis de l'emmener loin d'ici. Devait-il te suivre? En y pensant, son regard se remplit de complexité. Ils sentirent combien ces nobles, tout à l'heure, l'avaient regardé avec avidité. S'il retournait à la résidence, son destin futur était facile à deviner. Mais toi, tu étais son lien affectif. S'il te suivait, cela signifiait qu'il devait vivre dans l'anonymat, sinon il serait certainement découvert. La rébellion de Zhang Liang était étrange. Pensant à cela, il regarda par la fenêtre. Il resta comme figé dans ses pensées. Quelques jours plus tard, avec le départ de Yao Jia. À cet instant, dans le seul endroit paisible et troublant, on ne voyait à perte de vue que d'innombrables généraux du royaume de Han. Le marquis Shen hocha la tête avec satisfaction. Si le rythme se maintenait, dans 11 jours, toute la muraille serait achevée. Depuis le départ de Yao Jia de Xinzheng, il avait demandé au roi de Han d'ordonner la fermeture de la ville. C'était pour éviter que les nouvelles ne filtrent d'ici. Général, le prince Cheng de Han est arrivé, lui rapporta soudain un homme de confiance. Il se dépêcha de s'y rendre. Le général Shen et le prince Cheng de Han se saluèrent avec une grande courtoisie, en joignant les mains. Alors que le général Shen s'apprêtait à rendre la politesse, il vit soudain les serviteurs du prince Cheng se jeter à l'attaque contre les colosses de Han. Attaquer le royaume de Han. Par ordre du prince, que tous les soldats de Han soient enflammés. Ils échangèrent un regard, sentant toute leur fatigue s'évanouir,
et se remirent à travailler avec ardeur. Voyant cela, le général Shen ne put s'empêcher de s'exclamer, ainsi que le prince Cheng. Toi, l'incarnation de l'espoir de Han. Un jour, tu deviendras roi de Han. Le prince Cheng s'inclina avec modestie. Si nous repoussons Qin, le général Shen sera le premier méritant. Je ne suis qu'un général de Han menant nos troupes contre Qin. Ce n'est que mon devoir. Cependant, en son fort intérieur, le général Shen éprouvait une certaine fierté. Ce stratagème était le meilleur de toute sa carrière militaire. Lorsque l'armée de Qin arriverait ici, elle trouverait une muraille élevée et les soldats de Han prêts au combat. Il sentait que cette bataille montrerait au monde que Li Mu n'était pas le seul à pouvoir vaincre l'armée de Qin. Le prince Cheng, lui aussi, prit un air grave. Général Shen, menez nos troupes pour repousser Qin et sauver le royaume de Han, un tel exploit mérite le titre de seigneur de Wuhan de Han. Cette parole figea le général Shen sur place. Moi, un simple général. Qui ne désirerait pas recevoir le titre de seigneur de Wuhan? En y pensant, son cœur battit plus fort. Mais à cet instant, un soldat de Han jeta un coup d'œil vers l'ouest. La seconde suivante, il resta figé. Là-bas, à l'ouest, une marée de cavaliers de fer couvrait tout l'horizon. Tous doutèrent d'avoir la berlue, mais une sueur froide perla soudain sur leur front. C'était la grande armée de Qin. Face à cette attaque soudaine des cavaliers de fer de Qin, les troupes de Han, prises au dépourvu, plongèrent dans le chaos. Combien de soldats de Han furent jetés dans les fossés, au bord de la rivière? Un général interrompit soudain la conversation entre Shen et le prince Cheng. Général, l'armée de Qin nous attaque par surprise. Le général Shen resta un instant stupéfait. Quoi, l'armée de Qin? Mais en voyant au loin les cavaliers de fer déferler comme une marée, il resta bouche bée. C'est absolument impossible, l'armée de Qin ne peut pas savoir cela. Général Shen, n'as-tu pas? Il avait pourtant fait fermer Xinzeng et attendu le départ de Yao Jia. Avant d'achever la muraille, prince, fuyez vite. Le général Shen, le visage blême, devait maintenant faire face à l'attaque surprise de Qin. Tous les soldats de Han étaient en pleine panique. Sans aucune préparation, le royaume de Han allait sans doute périr cette fois. Le grondement des cavaliers de fer devenait de plus en plus fort. Le général Shen se tourna et dégaina une flèche. C'est à cause de son plan que les 50 000 soldats de Han étaient venus ici. Il ne pouvait donc pas partir. Il ne voulait pas que sa réputation passée soit anéantie ici. Ses proches, en le regardant, virent une pensée terrifiante leur traverser l'esprit. Le général se préparait à combattre jusqu'à la mort. Un cri de guerre retentit, il mène plus d'une centaine de soldats de Han. Il chargea vers l'armée Qin, mais fut rapidement englouti par elle. Cette scène remplit le vieux général Teng, venu en renfort, de regret. Allons à Xinzeng, dit-il en tournant son cheval. Il fit aussi signe de partir, et ils s'éloignèrent tous vers la nouvelle ville de Xinzeng, tenue par l'armée Qin. Alors que les fuyards de la rive sud de Weishui entraient dans la ville, la nouvelle que l'armée Han avait été mise en déroute par l'armée Qin se répandit rapidement à l'intérieur. Ces 50 000 soldats Han constituaient déjà toutes les forces du royaume de Han. À présent, la chute de Xinzeng était inévitable. Les nobles de la ville étaient déjà partis en chariot. À cet instant, le clan de Han Lin se préparait aussi à fuir. Avant de partir, les frères Han jetèrent un dernier regard, plein d'amertume, vers leur beau-frère agenouillé. Ils ne comprenaient pas pourquoi Bao Shu avait eu l'idée insensée, après l'entrée de l'armée Qin dans la ville, de se trancher la gorge pour mourir avec Han Lin. Pour l'instant, ils n'osaient pas s'attarder. Mais lorsqu'ils arrivèrent aux portes de la ville, ils découvrirent que Xinzeng était déjà encerclé par l'armée Qin. Alors que le vieux général Teng exhortait personnellement Xinzeng à se rendre, l'immense porte de la ville s'ouvrit lentement sous le regard de tous. Regardez! À leur tête se tenait le roi de Han. Tous les généraux poussèrent un soupir de soulagement. Le roi de Han accepte de se soumettre. Que la grande armée du drapeau de fer attende hors de la ville, et que tous les fantassins entrent dans Xinzeng, ordonna le vieux général Teng. Il ne pouvait garantir que l'armée Han à l'intérieur ne résisterait pas encore. Ce n'est qu'en te chargeant de commander la grande armée du drapeau de fer, stationnée hors de la ville, qu'il se sentait rassuré. Peu après, en voyant ces bannières plantées une à une au sommet des remparts, tous furent saisis d'émotion. Le royaume de Han est anéanti, enfin anéanti. Cependant, contrairement au calme régnant hors de la ville, les voyous et les malfrats à l'intérieur commencèrent à profiter du chaos pour piller. Lorsqu'une douzaine de soldats Qin arrivèrent au manoir des Han, celui-ci était déjà en proie à un incendie dévastateur. Ce doit être Bao Shu qui a mis le feu. Il a l'intention de mourir avec Han Lin. À cet instant, entendant les paroles des frères Han, ce doit être le feu que Bao Shufang a allumé. Il a l'intention de mourir avec Han Lin. À ce moment, en entendant les paroles de la famille Han et des autres, les soldats échangent des regards perplexes. Ils avaient entendu dire que Han Lin Zenki Bao Shu était célèbre pour sa beauté. Pourtant, ils ne s'attendaient pas à apprendre, juste après la prise de la ville, qu'il s'était immolé par le feu, et même le vieux général Teng
ne put s'empêcher de secouer la tête avec émotion. Mais personne n'aurait imaginé qu'à ce moment, dans la plaine hors de la ville, tes gardes personnels escortaient un char qui sortait de la porte, puis le rideau du char se souleva lentement. Et la personne assise dans le char regardait en direction de l'armée du drapeau de fer. Tu jetas un coup d'œil au char, hocha la tête, puis détourna le regard. Et dans ce char se trouvait, en réalité Baoshu, qui s'était échappé en simulant sa mort. Aux yeux du monde, il était désormais un mort. Sans appui. S'il voulait obtenir une nouvelle identité, il lui serait plus difficile qu'à un homme ordinaire d'atteindre le rang de Wufu. Mais à ta grande surprise, le roi t'avait nommé commandant de la ville de Gaonu, dans l'armée supérieure. Gaonu était voisine des tribus nomades des Xiongnu et de Lézi. Beiyu avait auparavant été commandant de Gaonu, mais tu ignorais que cette nomination faillit te coûter la vie. Au moment où tu te mis en route pour prendre tes fonctions à Gaonu, un émissaire des Xiongnu arriva aussi dans la tribu de Lézi. Notre Shanyu a obtenu des informations certaines. La ville de Gaonu, dans l'armée supérieure de Qin, sera gardée par un jeune général de Qin. Si nous coopérons, nous pourrons en profiter pour anéantir ce drapeau de fer de Qin. Je veux seulement la mort de ce jeune homme. À ce moment, le roi de Lézi ne pouvait ni être tenté, même si cela signifiait offenser Qin. Mais si l'on pouvait engloutir ce drapeau de fer, que pourrait faire Qin? Voyant les anciens acquiescer, le roi de Lézi décida sur le champ de s'allier aux Xiongnu pour descendre vers le sud, et confia le commandement à la princesse Yangjing, guerrière aguerrie. Yangjing prit aussitôt la tête des troupes, des hommes des plaines centrales. Elle avait une certaine impression, à voir les marchands venus du centre, elle savait qu'en termes de stature et de force, ils ne pouvaient rivaliser avec les guerriers des steppes. C'était justement l'occasion de voir de quoi les Qin étaient capables. À cet instant, dans une demeure de la ville de Qianyan, un homme d'âge mûr posa les rouleaux de bambou qu'il tenait et dit, « Il ne faut absolument pas que cela se sache. Mon père, soyez tranquille. J'enverrai quelqu'un à Gaonu plus tard. » Le jeune homme en face savait bien que son père envoyer le message à l'avance aux Xiongnu était justement pour que les membres du clan Bai soient pris au dépourvu. L'accord entre le Zi et les Xiongnu pour massacrer à Gaonu fera que le clan Bai n'aura plus jamais l'occasion de se relever. L'homme d'âge moyen recommanda à voix basse, le roi a déjà conçu des soupçons suite à l'empoisonnement de Beiyu. Cette fois-ci, aucun survivant ne doit rester parmi les personnes impliquées. Soyez rassurés, père. Mais tu dois absolument ordonner à tes subordonnés qu'à ton arrivée à Gaonu pour prendre fonction, dans un demi-mois, tu seras confronté à une affaire sanglante qui secouera toute la ville. Lulu, le magistrat de Gaonu qui avait l'intention de démissionner pour rentrer chez lui, a soudain vu toute sa famille massacrée, sans que le coupable n'ait jamais été retrouvé. Tu plonges dans tes pensées. Lulu avait à peine dépassé la quarantaine, pourquoi aurait-il démissionné? Et pourquoi, après sa démission, sa famille a-t-elle été exterminée? Tu n'es pas un expert en enquête criminelle, mais pour toi, plus le meurtre est atroce, plus il est facile à résoudre. Tu te rends directement sur les lieux du crime, fais sortir tout le monde, puis regardant un endroit vide, tu ouvres la bouche. Une parole de toi, maître Lu. Le visage de l'esprit de Lulu se remplit de stupéfaction, tu peux me voir? Tu hoches la tête. Puis-je demander à maître Lu qui est le meurtrier? À ces mots, Lulu éclate soudain d'un rire sonore, et ce qu'il dit ensuite fait changer instantanément ton visage, pourtant d'ordinaire calme. Mickey, oh Mickey, tu as massacré ma famille pour me faire taire, mais tu n'aurais jamais imaginé que celui que tu voulais tuer a quand même réussi à me rencontrer. Tu es quelque peu surpris. Ce meurtre semble te concerner. Maître Lu, veux-tu dire que l'armée de Champing veut me tuer? Lulu ne peut certes pas se venger, mais il ne te facilitera pas non plus la tâche. Il te révèle donc immédiatement les détails. Dans 10 jours, les troupes des Xiongnu et de Lezi attaqueront par surprise Gaonu. Instantanément, tu sens ton cuir chevelu se hérisser. Pour Gaonu et pour le Shangin, c'est une catastrophe immense. Tu demandes rapidement s'il y a des preuves. Regardant la pièce en désordre, Lulu dit, crois-tu qu'ils aient laissé des preuves? C'est moi qui ai informé les Xiongnu que tu serais en charge de la défense de Gaonu, et c'est aussi moi qui ai poussé les Xiongnu à s'allier à Lezi pour attaquer Gaonu. À ce moment, même avec ton meilleur sang-froid, tu ne peux t'empêcher de l'injurier violemment, sans te soucier du peuple du Shangin, les laissant subir le pillage et le massacre. Maître Lu, tu as mérité d'être exterminé. Pas injuste. Une demi-heure plus tard, tu rassembles en hâte les officiers et leur demandes sérieusement. 600 000 Xiongnu descendent vers le sud pour attaquer Gaonu par surprise. Comment notre armée doit-elle se défendre? Bien que les généraux soient perplexes. Ils indiquent néanmoins qu'il faudrait se retrancher dans la ville et attendre les renforts. En entendant cela, ton cœur se glace. Tu as déjà envoyé un homme en pleine nuit à Yuzong pour avertir le gouverneur, mais sans preuve, qui croira? Demain, tu dois absolument te rendre à Yuzong. Ce n'est qu'en convainquant le gouverneur de demander des renforts à Xianyan que tu pourras protéger le Shangin. La nuit, debout sur les remparts, regardant les 1000 feux de la ville de Gaonu, tu ne peux t'empêcher de penser en toi-même. Beiyan, oh Beiyan,
Si à cause de toi les Xiongnu massacrent la ville de Gaonu, alors tu es aussi condamnable que Mickey et Lulu. Alors que tu t'apprêtes à partir, tu vois soudain les habitants dans la rue tenant d'étranges torchets. Après t'être renseigné, tu apprends que le combustible de ces torchets provient d'un affluent du Weishui. À ces mots, tes yeux s'illuminent. De l'eau qui brûle, n'est-ce pas la première mention historique du pétrole? Regardant la torche, une idée folle germe dans ton esprit. 2 jours plus tard, tu arrives couvert de poussière au palais du gouverneur. Le gouverneur Yang Xian, voyant ton jeune âge, fronce involontairement les sourcils. Tu es donc ce Beiyan qui me demande des secours? As-tu des preuves? Je n'ai pas de preuves. Mais chaque année les Xiongnu sont attaqués par le Zi. Or cette année, il n'y a aucun signe. Je crains que les Xiongnu et le Zi ne s'allient. Cependant, avant que tu aies fini, Yang Xian t'interrompt, sais-tu combien de provisions sont nécessaires au voyage d'une grande armée? Demander des secours et des troupes sans preuve. C'est nuire au pays et au peuple. Excellence, Beiyan est prêt à garantir de sa vie. Tu t'inclines en parlant, les yeux fixés sur Yang Xian. Mais l'instant d'après, Yang Xian rit soudainement, ta vie, combien vaut-elle? En tant que gouverneur du Shangin, Yang Xian ne te ménage aucunement. À ce moment, il a déjà décidé d'écrire à Xianyan, ton tempérament ne convient pas à la fonction de commandant de ville. La vie de Beiyan ne vaut rien. Mais la ville de Gaonu, tu regardes Yang Xian, sur le point de continuer, mais ce dernier, impatient, s'est déjà levé. J'ai encore un invité important à recevoir. Sur ces mots, il tourne les talons et s'en va. Tu restes planté là. Toi qui peux parcourir des milliers de lits, mais qui te sens à cet instant comme chargé d'une entrave de 10 000 jins, car tu sais bien qu'une fois que tu auras franchi le seuil de ce palais, les habitants de Gaonu perdront leur foyer, les cavaliers de fer périront par milliers. Cependant, 2 heures passent, et tu attends toujours Yang Xian, debout dans la cour. Mais soudain, le commandant Wu Jing accourt précipitamment, s'approche de toi et dit à voix basse, sans preuve. Même quelqu'un d'autre n'aurait pas demandé des secours à la légère. Tu salues Wu Jing en joignant les mains. Si jamais ce jour arrive, j'espère que le général, par égard pour les liens entre le clan Wu et le clan Bei, pourra aider à escorter les habitants jusqu'à Yuzong. Beiyan prend congé. Sur ces mots, tu fais demi-tour et t'en vas. Excellence? Le général en charge de la ville de Gaonu, Beiyan, était déjà parti. Un serviteur de la résidence s'approcha de Yang Xian et murmura. Yang Xian ne s'en souciait pas, ce n'était qu'un fils de famille noble, qui avait simplement acquis quelques mérites. Et ne connaissait plus sa propre valeur. Un jour plus tard, alors que tu retournais précipitamment à Gaonu de nuit, tu commenças immédiatement à déployer des plans. Transmets mon ordre, demain, que tous les habitants de Gaonu soient tous déplacés vers le sud. Ensuite, tu demandas comment se portait la collecte de l'eau de roseau par le lieutenant. En entendant ta question, même les généraux des bannières de fer, aguerris par des années de guerre, ne purent s'empêcher d'avoir le cœur qui battait plus vite. Brûler une ville est un acte plus redouté que de prendre une ville ou de conquérir des terres, les généraux se mirent tous à te conseiller. Tu les regardas calmement, s'ils ne divisaient pas la ville pour résister à la grande armée Xiongnu. Toute la commanderie de Shang serait dévastée. Plutôt que de sacrifier le peuple d'une commanderie, tu préférais brûler une ville vide. À ces mots, les généraux se turent. Ils savaient tous que tu avais raison. À ce moment, tu pris soudainement la parole. Généraux, écoutez mon ordre, après le départ des habitants, chaque maison de la ville devra être aspergée d'eau de roseau. Oui, les généraux reçurent l'ordre en joignant les mains. Ils savaient bien dans leur cœur qu'après cela, soit tu serais destitué de ton poste par Xianyan, soit tu les mènerais à incendier la ville. Et à livrer une bataille sanglante contre les Xiongnu. 3 jours plus tard, hors de la ville de Yuzong, étaient bondés de réfugiés de Gaonu se déplaçant vers le sud. Cependant, lorsqu'ils apprirent que les troupes de la ville n'étaient pas informées de l'avancée des Xiongnu vers le sud, les habitants ne purent s'empêcher de discuter entre eux, et même de se plaindre de tes ordres. Certains parmi eux commençaient à penser à retourner en arrière. Ayant appris la situation, Yang Xian, furieux, frappa la table et se leva. Il n'avait pas imaginé que tu oserais agir de ton propre chef en ordonnant le déplacement de toute une ville d'habitants. Transmets mon ordre, que les habitants de Gaonu retournent immédiatement par le même chemin. En regardant le messager s'éloigner, le regard de Yang Xian était plein de colère. Peuple, ce gamin obstiné. Si je ne te destitue pas cette fois, je ne serai plus digne d'être gouverneur de cette commanderie. Cela dit, Yang Xian ne pouvait absolument pas imaginer qu'à ce moment, à la frontière du Qin, la grande armée des Xiongnu et des Yuzi se dirigeait déjà vers Gaonu. Une demi-heure plus tard, un éclaireur arriva rapidement devant toi pour faire son rapport. L'armée Xiongnu attaque vers le col, leur nombre dépasse 100 000. Tu pris une profonde inspiration et te rendis près du troupeau de bœufs préparé à l'avance, t'assurant que chaque queue de bœuf était attachée avec des bandes de tissu imbibées d'eau de roseau. Au même moment, un lieutenant arriva également à cheval. Général. 500 chariots remplis de caisses vides et de sacs de sable et de terre sont déjà partis par un autre chemin, se dirigeant vers le territoire des Xiongnu. Tu hoches la tête,
Les Uzi et les Xiongnu n'ont jamais été unis. Ces chariots sont ton dernier recours. Tu ne sais pas si Baekhui, à ta place, aurait disposé ses troupes différemment. Mais en l'espace de quelques jours, tu as déjà utilisé tous les moyens à ta disposition. Cependant, contre toute attente, à ce moment-là, sous les portes de Gaonu, des milliers de civils criaient pour entrer dans la ville. Nous ne partons pas, c'est le commandant de la préfecture qui nous a fait revenir. Est-ce que Beiyan, un simple, oserait désobéir aux ordres du commandant? En ce moment, tous les soldats du drapeau de fer ne ressentent que de l'injustice pour toi. Tu as défié la colère de Xianyan, protégeant désespérément les habitants de Gaonu en les faisant partir, mais ces personnes qui ont bénéficié de ta grâce se sont retournées contre toi en te criant dessus. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, il semble que la plupart aient été bloqués à Yuzong. Alors que ces civils s'apprêtaient à se précipiter dans la ville, l'instant d'après, une multitude de Xiongnu surgirent soudainement du nord. Tous les civils ouvrirent de grands yeux effrayés. Les Xiongnu arrivent. Fuyez. C'est à ce moment que tout le monde comprit que tu ne les avais pas trompés, les Xiongnu avaient vraiment attaqué Gaonu par le sud. À cet instant, combien de personnes maudissaient intérieurement le commandant Yangxian, mais avant qu'ils aient pu fuir vers la ville, d'innombrables Uzi à cheval étaient déjà en train de charger en tailladant. Ils regardaient avec convoitise la ville devant eux, imaginant les innombrables richesses et femmes à l'intérieur, et tous les Uzi tombèrent dans une folie totale. À cet instant, hors de Gaonu, le Shanyu Touman des Xiongnu riait avec arrogance. Ce Beiyan et son drapeau de fer, en voyant l'armée des Xiongnu, se sont enfuis sans combattre. Mais la princesse Yangjin était quelque peu perplexe. On dit que le drapeau de fer de Beiyan est l'élite de l'état de Qin. Mais ensuite, elle dissipa ses doutes. Même s'ils sont l'élite, ils ne sont que 12 000, comment pourraient-ils résister à 150 000 guerriers de la steppe? Cependant, ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à ce moment-là, à l'intérieur de Gaonu, en voyant les maisons vides, les Uzi étaient abasourdis. Où sont les gens? C'est une ville. Alors qu'ils étaient perplexes. Soudainement, une épaisse fumée noire s'éleva des remparts, et l'instant d'après, d'énormes rondins de bois s'abattirent violemment sur la porte, écrasant d'innombrables Uzi. Ceux qui n'étaient pas encore entrés furent forcés de reculer. Avant que Yangjin ait pu réagir, elle vit plusieurs objets rougeoyants tomber à l'intérieur de la porte. En un instant, les Uzi qui venaient d'être écrasés furent enveloppés de flammes dévorantes, accompagnés de cris de douleur. Le feu se propagea instantanément autour, et même les Uzi non brûlés ne purent échapper au sort des flammes. En voyant le chaos à la porte, Yangjin comprit immédiatement qu'il y avait une embuscade, mais il était déjà trop tard. Sous le regard terrifié d'innombrables Uzi à la porte, une multitude d'objets en désordre. Des volées de flèches enflammées s'abattirent sur les huttes en bois, qui s'embrasèrent aussitôt. Fuyez. À cet instant, les hommes de la lune, denses comme des fourmis, comprirent enfin que les gens sur les remparts voulaient mettre le feu. Les brûler avec la ville entière. Pris de panique, les hommes de la lune se bousculèrent pour quitter la cité. Mais les portes de la ville étaient déjà dévorées par les flammes. À l'extérieur de Gaonu, Yangjin, qui avait rarement eu peur depuis son enfance, ressentit pour la première fois la terreur. Brûler vifs des dizaines de milliers de personnes, une ville entière avec eux. Il n'avait jamais vu une telle cruauté. Les Qin étaient-ils devenus fous? Non. Il n'y avait aucun citoyen Qin dans la ville, seulement des dizaines de milliers d'hommes de la tribu de la Lune. Les yeux écarquillés, Yangjin ordonna immédiatement d'assaillir la ville pour sauver les siens. À ce moment, le Shanyu Touman était tout aussi stupéfait, il ne s'attendait pas à une embuscade à Gaonu. Les autres Xiongnu avaient les yeux pleins de terreur. Ce n'est qu'alors qu'ils se rappelèrent silencieusement ce que leurs anciens avaient dit. Les Qin ne sont pas faciles à provoquer. Le royaume de Zhao, qui les avait vaincus auparavant, avait vu des centaines de milliers de ces hommes tués par les Qin. Le général Qin qui dirigeait ces luttes intestines s'appelait Baekhui. Et aujourd'hui, le général qui commandait l'étendard de fer n'était autre que le descendant de ce Baekhui. Les Xiongnu n'auraient pas dû le provoquer. À cet instant, les hommes de la lune chargés d'assiéger la ville, entendant les cris de leurs frères à l'intérieur, se regardèrent tous. Alors que leur chef hésitait à donner l'assaut, une immense troupe de l'étendard de fer surgit soudain des montagnes. C'est l'étendard de fer des Qin. Des volées de flèches tombèrent comme la pluie. Les hommes de la lune, touchés, chutèrent de leurs chevaux, alors que l'étendard de fer entrait dans leur portée. Les hommes de la lune décochèrent aussi leurs flèches. Toi, tu galopais en tête, sans reculer d'un pas, même sous la pluie de flèches. Car devant toi, près de 3000 soldats risquaient leur vie sur les remparts. Et derrière toi, 8000 soldats de l'étendard de fer étaient prêts à te suivre. Voyant l'armée de la lune approcher, tu levas soudain ton épée Qin. Mais l'instant d'après, les soldats de l'étendard de fer derrière toi se dispersèrent à gauche et à droite. Voyant cela, la sueur coula sur ton front. Écartez-vous. Mais il était trop tard. La formation des hommes de la lune fut instantanément brisée. Sans formation, leur armée ne put que faire face à la charge de l'étendard de fer. Peu à peu, la déroute des hommes de la lune devint évidente. Mais à cause de ton infériorité numérique, tu n'osais pas t'enfoncer seul dans leur ligne et t'attarder ici.
Tu dus battre en retraite plus tôt et retourner dans les montagnes. Tu regardas les soldats de l'étendard de fer tomber au sol, les yeux légèrement rouges. C'étaient tes soldats. Les autres ne les pleuraient pas, mais toi, si. Si les Xiongnu n'avaient pas envahi le sud, si ce n'était pour le comté de Yang, tu n'aurais pas eu à mener une seule licorne. Pour frapper la tribu de la lune. Pensant à cela, sans dire un mot, tu dirigeas ton cheval vers les montagnes. Général, les hommes de la lune et les Xiongnu sont tous campés dans la plaine, te dit un soldat de l'étendard de fer en s'inclinant. Tu hochas la tête, sans surprise face à ce campement. Tout ce que tu avais fait auparavant avait semé le doute chez les hommes de la lune envers les Xiongnu. Bien que cela n'ait pas encore provoqué de rupture, les pertes énormes des hommes de la lune les rendaient mécontents et pleins de ressentiment envers les Xiongnu. Aucun des deux camps ne voulait charger en premier pour continuer vers le sud, surtout avec toi et ton armée de l'étendard de fer. Toujours là. Mais une demi-journée plus tard, une scène inattendue se produisit. Sur la plaine non loin de là, apparut soudain une multitude de soldats Xiongnu. Devant cette armée Xiongnu, les soldats de l'étendard de fer capturés lors de la bataille précédente étaient à genoux, ligotés. À cet instant, tu fixais ces soldats de l'étendard de fer, respirant profondément pour essayer de te calmer. Tu comprenais. Les Xiongnu voulaient voir si vous pouviez être assez impitoyable pour tuer les vôtres. Dans le ravin, tous les soldats de l'étendard de fer te regardaient. Général, surtout pas. Mais tu attachas tout de même ton cheval sous un arbre. Pour empêcher les Xiongnu et les hommes de la lune d'aller vers le sud, ce ravin ne devait pas être perdu. Mais de même, tu n'ordonnerais jamais de tirer sur ces soldats de l'étendard de fer. Cela aurait été, pour les soldats encore en vie, un coup fatal au moral. Sous le regard de tous, tu parlais calmement. Ma vie, Beiyan, n'est qu'une bagatelle. Dans cette bataille, Beiyan a donné tout ce qu'il avait. Il ne me reste que cette vie, prêt à mourir avec mes soldats. À ces mots, les soldats de l'étendard de fer eurent les yeux rouges. Prêts à mourir avec nos soldats. Entendre leur propre général prononcer ces mots, c'était une vie sans regret. L'instant d'après, tous les soldats de l'étendard de fer mirent un genou à terre et te firent face, nous sommes prêts à mourir au combat avec le général. À ce moment, tous les soldats de l'étendard de fer ne demandaient que la mort, jurant de combattre les Xiongnu sans relâche. Au même instant, soudain, un cri retentit à travers le ravin, à cette bataille. Dehors, le Shan-Yu Touman changea de visage. Sans savoir pourquoi. Il réalisa soudain que cette bataille ne serait pas aussi facile qu'il l'avait imaginé. Peu après, dans le ravin, un groupe de Xiongnu regarda autour d'eux avec crainte. Général, ne vous inquiétez pas pour moi. Je suis prêt à mourir. La voix était faible, mais dans le silence du ravin, elle était parfaitement audible. Général, nous sommes prêts à mourir. Au premier cri. Vient le second, et alors que de plus en plus de soldats capturés périssent, l'instant d'après, un Xiongnu tire son épée, mais au moment où il s'apprête à tuer les blessés, des soldats armés d'arbalètes surgissent des deux côtés du ravin. Voyant cela, les soldats capturés ont les larmes aux yeux. Sans eux, le général n'aurait jamais ordonné une exécution sans merci. C'est qu'il ne veut pas qu'il meure. À cet instant, des pas cadencés retentissent soudain sur le chemin de montagne au loin. Un soldat capturé lève ses yeux embués, fixant l'horizon d'un regard trouble. D'un coup, une pensée leur traverse l'esprit, et ils regardent tout le chemin avec incrédulité. Soudain, le général va-t-il sauver les leurs? Puis, sous le regard terrifié des Xiongnu, une marée de cavaliers en armure, armes et montures menaçantes, avance pas à pas. Tué, en 3 pas, un cri, un innocent abattu. Les soldats qui marchent la tête haute. Aucun ne recule ni n'hésite. Face à cela, tous les Xiongnu sont abasourdis. Ils se hâtent de contre-attaquer. Les Qin sont-ils devenus fous? Au lieu de se défendre, ils attaquent délibérément. Sachant que derrière eux, des renforts innombrables peuvent arriver. Alors que les cris de guerre s'élèvent, vous menez vos cavaliers contre les Xiongnu. Le ravin résonne de clameurs. D'innombrables cavaliers et Xiongnu s'affrontent sauvagement dans la vallée. En nombre, les Xiongnu sont supérieurs, en morale, les Qin les écrasent. Dans ce ravin où l'avantage numérique ne peut se déployer, face à des soldats Qin venus pour un combat à mort dès le début. Les Xiongnu sont vraiment paniqués. Jamais dans le nord ils n'avaient rencontré des hommes prêts à mourir des lassauts, se battant sans se soucier de leur vie. Un chef Xiongnu s'empresse d'ordonner aux siens de dégainer leurs lames et d'achever les soldats capturés. Cette scène fait perdre tout contrôle à vos cavaliers. Voyant leurs camarades mourir sous leurs yeux, votre visage habituellement froid s'illumine de rage, vos yeux emplis de meurtre. À ce moment, une seule pensée vous habite, tuez tous ces Xiongnu. Vous méritez tous la mort. Tel un assaillant de première ligne, votre concentration et vos réflexes atteignent un sommet inégalé. Partout où vous passez, les Xiongnu tombent un à un. Couverts de sang, vous fixez les Xiongnu au loin. Blessés de toutes parts, et pourtant vous rugissez, ce combat. C'est une lutte à mort. Chacun de vos cavaliers, qui ne craint plus la mort, regarde son général avec adoration. Voyant les Xiongnu tomber sous leurs mains, ils sont comblés. Combat à mort.
Ils sont cavaliers, et ne craignent pas la panique totale des Xiongnu. On dirait que tous les soldats Qin ont une vendetta personnelle contre eux, prêts à les tuer au prix de leur vie. De plus en plus de Xiongnu commencent à reculer. En même temps, l'armée YE attend au col des nouvelles des Xiongnu, pour poursuivre leur alliance vers le sud. Les Xiongnu ont promis d'anéantir cette cavalerie Qin. Mais pourquoi aucun message n'arrive-t-il? À cet instant, quelques soldats YE arrivent en hâte au col. Méfiez-vous des Xiongnu. Les Qin ont envoyé 500 chariots de richesses et de grains au camp Xiongnu. Tous se souviennent. Des dizaines de milliers de leurs frères brûlés vifs. Ainsi, tout cela n'était qu'une conspiration. Entre les Xiongnu et les Qin, la haine ancienne et nouvelle explose. Les soldats YE regardent. Les Xiongnu non loin, les yeux rouges de rage. Alors que Yang Jing s'apprête à ordonner l'attaque, le chef de tribu Zamusha prend la parole. Laissez-moi m'occuper de cela. Princesse, ramenez d'abord le clan au camp. Si les Qin s'allient vraiment aux Xiongnu, notre tribu sera en danger. À ces mots, Yang Jing réprime sa colère et mène rapidement le clan vers le camp. Zamusha se retourne, regardant les plus de 10 000 Xiongnu au col. Maintenant, que les Xiongnu soient ou non alliés aux Qin, ils ne peuvent survivre. Après que la tribu YE ait perdu des dizaines de milliers de vies, les Xiongnu ne doivent pas rester indemnes, sinon, s'ils veulent un jour s'attaquer aux YE, ils auront un surplus de 10 000 hommes. Puis il crie à son peuple. Les Xiongnu, de connivence avec les Qin, ont massacré nos frères. Vengeance. Exterminez tous ces Xiongnu. Pendant ce temps, dans la plaine, la grande armée Xiongnu contemple les montagnes lointaines. Voyant d'innombrables membres de leur clan commencer à courir vers l'extérieur, tous les visages étaient graves. C'était la première fois qu'ils voyaient. Avec le même nombre de pertes, le chef Touman était lui aussi pris de panique. Mais à présent, il n'avait plus le choix, les anciens de la tribu l'avaient averti à plusieurs reprises. Les Xiongnu sont rancuniers de nature, puisqu'il avait décidé de cacher la vérité, il devait absolument anéantir la cavalerie d'élite des baies à Gaonuo. Pourtant, alors qu'il s'apprêtait à ordonner des renforts, il aperçut soudain 2000 silhouettes au nord. Quand les Xiongnu reconnurent les arrivants, tous furent frappés de stupeur. Un chef couvert de blessures s'écria en pleurant, « Chef suprême, les Yuzi ont massacré tout mon clan. Ils les ont déjà tués. » À ces mots, les yeux du chef Touman s'écarquillèrent, les Yuzi avaient tué plus de 10 000 membres de leur tribu, et seuls ces 2000 hommes avaient réussi à percer l'encerclement. Toute la tribu était tendue, désormais, les Yuzi menaçaient les tribus du nord. Reprenant ses esprits, le chef Touman, regardant l'armée des Qin à l'entrée de la gorge lointaine, décida finalement de battre en retraite immédiatement vers le nord. Sans l'armée des Yuzi, les Xiongnu seuls ne pouvaient piller vers le sud, sans parler d'anéantir cette cavalerie d'élite des Qin où on ne savait même pas combien de soldats y laisseraient la vie. À l'entrée de la gorge, alors que, couvert de sang, vous abattiez le Xiongnu devant vous. Vous vîtes soudain toute l'armée ennemie au loin battre en retraite vers le nord. Vous pûtes enfin souffler. Derrière vous, chaque cavalier d'élite poussa aussi un soupir de soulagement. Général, les Xiongnu se retirent. Vous hochâtes la tête, comprenant que les 500 chariots envoyés aux Xiongnu avaient fait leur effet. Puis vous ordonnâtes aussitôt aux soldats indemnes de soigner d'urgence leurs compagnons grièvement blessés. Sur ce, regardant en direction de Xianyan, votre main ensanglantée se serra, sans preuve. Il était impossible de faire tomber le seigneur Champing. Mais pour cette affaire, vous leur feriez payer le sang versé. Meng Yu vit soudain Beiyan fermer les yeux, sa main ensanglantée serrée fermement, croyant que Beiyan, à la vue des cadavres de ses soldats, brûlait d'envie de massacrer les Xiongnu. Maître Meng a raison, cette vengeance devra être lavée dans le sang. À ce moment, dans la ville de Gaonuo, Meng Yu se tenait à la porte de la ville, regardant ce qui l'entourait. La ville entière portait les traces d'un grand incendie. C'était la première fois que Meng Yu voyait une ville incendiée, il resta un instant interdit. Puis, après avoir écouté votre récit détaillé de la stratégie de division et de tout le processus, Meng Yu ne put s'empêcher d'applaudir et de s'exclamer « Admirable ». Puis, vous regardant avec admiration. Le général Bei est digne d'une famille illustre, un fils des Bei. Maître Meng me flatte. En entendant les paroles de Meng Yu, vous répondîtes humblement. Entendre les autres vous appeler un fils des Bei vous était désormais familier. Depuis que vous aviez décidé de porter le nom de Bei, vous vous y étiez préparé, jusqu'à ce qu'aux yeux des étrangers, ce soit ainsi. Vous êtes un descendant du clan Bei, actuellement militaire de l'état de Qin sous le rang de Wudafu. Outre le fait de ne pas vouloir révéler votre identité. Une autre raison est que tu veux rembourser la dette de gratitude envers la famille Bei. Après tout, tous tes échanges avec la famille Bei étaient basés sur le fait que tu étais un descendant de la famille Bei. Résultat, du début à la fin, la famille Bei n'a jamais su que tu n'es pas du tout de la famille Bei. Et en portant le nom de Bei, non seulement tu as reçu beaucoup de faveurs de Beiyu dans l'armée, mais tu as aussi utilisé l'identité de la famille Bei pour obtenir une promotion exceptionnelle du roi Qin, Ying Zheng. Le plus important est que tu es devenu le commandant en chef de la cavalerie de fer de la famille Bei. Bien qu'à l'origine tu sois venu au Qin pour un jour
Pouvoir être nommé général intègre et rentrer chez toi, emportant gloire et mérite pour revoir ta grand-mère et ta famille. Mais après la bataille de Handan cette année-là, en voyant de tes propres yeux que les anciens clans du Han existent encore, tu as compris que comparé à être nommé général intègre, à l'avenir, cette armée de cavalerie de fer qui est prête à te suivre est ta plus grande carte cachée. Perdu dans tes pensées, regardant le coucher du soleil approcher. Vous vous apprêtiez à partir avec Meng Yu lorsque soudain, non loin derrière vous, vous entendîtes le bruit des bannières de guerre. Vous tournâtes la tête et aperçûtes alors une silhouette familière venant à cheval vers vous. En regardant cette silhouette qui vous était plus que familière, que vous aviez imaginée d'innombrables fois. Au moment de la voir en personne, votre visage montra une immense surprise. Un instant plus tard, le cheval de guerre s'arrêta. Ce soldat de Qin vint devant vous, joignit les mains en signe de salut et dit « Votre subordonné salue le général ».